What? Dad, what you got in your hand? A picture. A picture of what? A picture of Paris. Paris, really? Yes. Picture of a piece of Paris. Where'd you get a picture of Paris? Can I see it? Yes. This is it? This is Paris? Looks just like Texas to me. It is. Paris, Texas? It's right here on the map. There's really a place called Paris, Texas? It's right here. Sur une route déserte qui relie le Texas et la Californie, une voiture traverse le paysage. À son bord, 2 frères, Walter et Travis. Entre eux, le lien est rompu et le dialogue est impossible à reconstruire. 4 ans auparavant, Travis et son épouse Jen ont disparu. Ils ont laissé derrière eux leur fils Hunter au bon soin de Walter et de son épouse Anne. Mais revenu du désert, Travis réinvestit le présent. Pour Walter, ce retour est un réconfort. Mais pour Travis, revenir de l'oubli le confronte à son passé. Comment renouer le lien avec son fils Hunter? En a-t-il seulement le droit? Et surtout, qu'est devenu Jen? Quel mystère les a fait se séparer? La quête commence, elle mènera Travis et Hunter sur les chemins de l'Amérique, elle interrogera le rôle du père défaillant, jusqu'à retrouver son épouse dans un peep show, au cours d'une scène iconique qui a marqué le cœur de nombreux cinéphiles. Dans l'extrait que vous avez entendu, Travis tient une photographie en main. Un simple terrain vague, un espace vide et peut-être au-delà de ça, une certaine idée des USA, celle du cinéaste Wim Wenders qui signe avec Paris, Texas, l'un de ses plus beaux films. Quels chemins l'ont mené à cet accomplissement artistique, quelle substance profonde se cache derrière son œuvre sensible, les réfracteurs vous proposent aujourd'hui leur étude d'un film à part, atypique, envoûtant, attachant. Je suis Nicolas, ravi de vous retrouver une fois encore, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui en ma compagnie Charlotte. Bonjour Charlotte, ça faisait longtemps qu'on voulait parler de Paris, Texas, je crois. Oui, c'est un projet de longue date, enfin. Oui, enfin il se concrétise. On a aussi en notre compagnie un autre amoureux de Paris, Texas, qui en a aussi souvent parlé. C'est Cédric. Bonjour Cédric. Salut Charlotte, salut Nicolas. Bah ouais, vraiment content de parler de ce film qui, alors je l'avais pas vu depuis bien 25 ans et il est encore plus magnifique que dans mon souvenir. C'est rare des films comme ça. Oui, il bénéficie d'une belle restauration récente qui date d'il y a 1 an et demi à peu près. J'aurai l'occasion de revenir à la fin du podcast sur le travail de curation qui est fait autour des œuvres de Wim Wenders parce qu'il est vraiment assez méticuleux. Je signifie, avant que l'on commence, que le podcast est l'aboutissement d'un fil rouge qui nous a guidés sur le site tout au long du mois d'avril. On s'est interrogé en fait sur les films qui ont conduit Wim Wenders jusqu'à Paris, Texas. Il y a donc 5 analyses à retrouver sur le site, sur l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, la trilogie de la route et l'état des choses. Vous pouvez donc retrouver pour chacun de ces films qu'on va sûrement évoquer dans la suite du programme, le regard détaillé de nos rédacteurs. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, mes amis. On va s'interroger, on va poser un peu le contexte, on va se demander comment Wim Wenders est arrivé jusqu'à Paris, Texas. Et c'est toi, Cédric, qui va entamer la discussion. Ouais, Wim Wenders, il est allemand, comme son nom l'indique. Il est né à Düsseldorf en 1945. Alors, 1945, pour naître en Allemagne, c'est une époque un peu spéciale, pour dire les choses poliment. C'est le contexte immédiat après-guerre était assez difficile. Alors, Düsseldorf, c'est pas l'Allemagne de l'Est, c'est presque à la frontière avec les Pays-Bas. C'est dans la Ruhr. Et son père était dans une famille assez aisée. Il était chirurgien, son père. Et d'ailleurs, les premières études de Wim Wenders, il a suivi les traces de son père. Il a fait 1 année à la faculté de médecine à Fribourg en 1963, mais ça lui a pas plu, donc il a préféré abandonner et il s'est dit qu'il allait étudier la philosophie. Mais pareil, il a tenu qu'1 an. Donc en 66, il quitte l'université et il va s'installer à Paris avec dans le but de devenir peintre. Et c'est à Paris qu'il va faire plusieurs petits métiers pour financer sa peinture. Il va être graveur notamment, mais il va se sentir très très seul. Il va apprendre le français un peu sur le tas, et il va fréquenter assidûment la Cinémathèque Henri Langlois, qui s'appelait comme ça à l'époque, avant qu'elle change de nom pour s'appeler Cinémathèque française, et il se passionne vraiment pour le cinéma. Presque sur le tas, il est déjà adulte. Il se crée sa cinéphilie en visionnant parfois plus de 5 films par jour. Il se dit alors qu'il va vouloir rentrer à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, mais il échoue.
Et il va rentrer en Allemagne pour intégrer l'université de télévision et de cinéma de Munich, qu'il va fréquenter de 67 à 70. C'est là notamment qu'il va réaliser ses premiers films d'étudiants. En parallèle, il va travailler aussi comme critique de cinéma, entre autres pour alors excusez-moi la prononciation, je parle pas du tout allemand, le Süddeutsche Zeitung, qui est un des 3 plus grands quotidiens allemands de l'époque, enfin toujours à l'époque, je crois que ça existe toujours. C'est un quotidien plutôt tendance libérale de gauche, on pourrait comparer ça au Monde. Oui, concernant sa promotion universitaire, c'est intéressant de noter que c'est la première de l'université de Munich et que c'est la première en fait promotion de cinéaste. Dans un entretien que Wim Wenders donne pour les bonus de l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, il raconte qu'à l'époque en RFA, il n'y a pas de cadre institutionnel clair. Tout reste à inventer en fait pour ces réalisateurs émergents, que ce soit au niveau de la formation ou de la production. Et ça, pour lui, c'est à la fois une grande liberté, mais c'est aussi une grande contrainte. Durant ses études, il réalise des courts-métrages qui sont vraiment conceptuels, hein, c'est de la pure recherche, mais qui sont assez significatifs de ses obsessions artistiques à venir. J'ai par exemple pu voir Silver City Revisited, qui est une succession de plans de nuit sur la ville, sans grande recherche esthétique, c'est quelque chose de très brut. Et la représentation juste d'un environnement, c'est un de ses thèmes fétiches, au point de refuser certains projets quand il n'a pas le sens du cadre proposé. Il a refusé notamment des films en Suisse. On peut penser notamment dans cette recherche de la ville à New York, Amsterdam et à la zone frontalière avec la RDA. Dans la trilogie de la route, on peut aussi penser à Tokyo dans Tokyo Ga et récemment dans Perfect Days, et avec Paris, Texas, plus globalement à l'Ouest américain. Il a un rapport étonnant à la ville, on va y revenir quand même, parce qu'il te montrera pas les coins que tout le monde connaît des villes dont tu parles. Il va aller chercher justement, lui, ce qu'il considère comme la vraie ville, là où habitent les vrais gens. Oui, il renie complètement le tourisme pour aller vers l'urbain sous sa forme la plus brute, en fait. Oui, c'est intéressant. Je savais pas que dès le premier film, il a une façon de filmer qui est de d'abord trouver un lieu qui lui plaît et ensuite d'écrire pour filmer dans ce lieu-là. Je savais pas que c'était déjà dès son entrée à l'école, quoi. Oui, effectivement. Et dans son entrée à l'école, justement, il y a un autre cours qui est aussi de la pure recherche que je voulais mentionner, c'est Same Player Shoot Again, qui est en fait la répétition à 4 reprises de la même séquence. C'est les pieds d'un homme qui marche, à chaque fois avec un filtre de couleurs différent. Donc elle est répétée 4 fois. Ça a l'air bien. c'est vraiment des courts-métrages conceptuels, hein. On sent qu'ils cherchent un langage, en fait, hein. La répétition et la nuance apportée à chaque itération de cet homme qui marche, c'est des thèmes qui vont revenir et qui vont être chers à Wenders, qui écrit souvent des personnages d'hommes qui sont pris au piège dans une routine, par choix ou malgré eux. À nouveau, on peut penser à Perfect Days, qui est criant à ce niveau-là. Il y a aussi quand même Au fil du temps, le 3e film de la trilogie de la route, qui l'est tout autant, et on peut même voir dans certaines actions de Travis, donc dans Paris, Texas, cet essai autour d'une forme de banalité du geste quotidien. Je pense ici à la scène où il nettoie les chaussures de sa famille, de son frère et de son épouse, qui est assez atypique dans le film. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ses recherches étudiantes. C'est marrant que tu cites pas Les ailes du désir, parce que c'est presque tout le thème du film, justement, de voir ces anges qui observent les gens vivre une vie banale. Et qui l'envie, ouais. C'est à ce moment-là, il rencontre déjà celui qui sera son directeur photo sur une grande partie de ses films, qui s'appelle Robbie Muller et qui est un grand directeur de la photo. Et il y a une interview intéressante de Robbie Muller sur cette façon de travailler visuellement. On comprend à travers cette interview pourquoi est-ce qu'ils se sont aussi bien entendus intellectuellement et esthétiquement. En fait, quand Muller travaille, il cherche des solutions visuelles aux scènes qu'on lui demande de filmer, et il essaye de pas utiliser des images qui soient trop bateaux. Et donc sur un de ses films précédents, Paris, Texas, qui est La femme gauchère de Peter Handke, il devait filmer une femme qui attend un train sur un quai et le train arrive. Et donc il dit que les deux solutions conventionnelles, ça aurait été de filmer le train qui entre en gare, donc une image un peu soudaine du train qui arrive, ou alors de voir le train qui arrive au loin. Et en fait, il a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir et de se mettre à la place du personnage et de ce que ça pouvait signifier pour cette femme d'attendre ce train à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle voit, quel est l'état d'esprit présent et comment montrer cet état d'esprit
Et en fait, ils ont décidé avec Peter Handke de filmer la pression de l'air du train qui fait pencher l'herbe. Et je trouve que ce genre de détail dans la façon de travailler démontre le besoin de temps et qui est nécessaire en fait à obtenir des films comme Paris, Texas. Et Müller d'ailleurs refuse de travailler sur des films où il y a une deuxième équipe. D'abord il trouve que c'est pas cool pour les réalisateurs et les directeurs photos de deuxième équipe, et il veut pouvoir avoir la main sur chaque image. Et c'est marrant de l'entendre raconter ça, parce que on comprend tellement qu'ils s'entendent avec Wim Wenders, qui lui va par exemple pour Paris, Texas parcourir pendant plusieurs semaines tous les lieux où il a envie de tourner, et pas tout de suite se jeter dans un décor, mais d'abord s'imprégner des lieux, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles et de Müller et de Handke, parce que ce sont les deux hommes qui vont le plus marquer Wenders dans ses premières années de cinéaste. Dès son premier film, il rencontre Robbie Muller, Summer in the City, alors qu'il est toujours étudiant en 70. Premier long métrage, je veux dire, quand je parle de film. Mais c'est avec son deuxième film qu'il va travailler avec Peter Handke, qui va devenir un de ses scénaristes fétiches. C'est L'Angloise du gardien de but au moment du penalty, dont tu as parlé, Nicolas, et dont tu as consacré un article. Il a adapté le roman de Peter Handke, et ils vont faire ensemble le scénario du film Faux Mouvement en 75, et c'est lui aussi qui écrit Les Ailes du désir en 87, un des très grands succès de Wim Wenders. Cette période-là, toutes les années 70, Wenders, il est fasciné par les États-Unis. C'est un thème qu'il va aborder jusqu'à ce qu'il crève un peu l'abcès avec Paris, Texas. Et il considère que c'est le thème principal de sa carrière de l'époque, c'est l'américanisation de l'Allemagne. Ouais, effectivement, c'est omniprésent dans ses premiers films. C'est plus diffus ensuite avec la trilogie de la route, où l'Amérique a souvent une place un peu marginalisée à l'écran. C'est souvent des jukebox ou des airs folk qu'aime Wim Wenders. Là aussi, ça rappelle un peu Perfect Days. En fait, ce qui s'est passé après L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, c'est qu'il y a une profonde crise artistique qui s'empare de Wim Wenders en 73 avec un film qu'il réalise, La Lettre écarlate. C'est censé se passer en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, et le film est tourné entièrement en Espagne, ce qui crée chez Wim Wenders une grande confusion. Il a l'impression que tout est faux, que le cinéma est un trucage, qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il est en train de filmer. Alors, il renie pas Summer in the City et L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty, mais il considère qu'à l'époque, ces deux films-là, ils ne faisaient qu'imiter ses influences américaines. Hitchcock, notamment pour L'Angoisse du gardien de but. Alors, c'est marrant, il dit qu'il imite Hitchcock, mais en fait, il fait complètement l'inverse. C'est ça qui l'amuse, c'est toujours le côté un peu enfantin, un peu mutin de Wim Wenders. En tout cas, le désastre de La Lettre écarlate lui fait prendre conscience qu'il doit inventer son propre langage. Et là, il y a un schéma qu'on retrouvera dans sa carrière et qu'on va répéter au moment d'évoquer Paris, Texas, c'est qu'il y a un film qui le plonge dans la crise, donc là, La Lettre écarlate, par l'échec, et ces films suivants qui vont exprimer sa frustration, mais surtout sa recherche d'un langage nouveau et juste. Sur tout ce que tu dis sur le fait qu'il a l'impression que quand il tourne La Lettre écarlate dans les décors espagnols, tout est trucage, c'est encore quelque chose qui le rapproche de Müller, qui dans son travail, donc Robbie Muller, son directeur de la photo, je rappelle, qui quand il cherche à éclairer une scène, essaye de recréer la manière dont l'œil voit, et pas donner le sentiment qu'on est sur un plateau de cinéma qui est une représentation artificielle. Il y a un exemple dans Paris, Texas, qu'il donne lui-même, c'est le moment où Travis rentre au tout début, quand Travis rentre dans une espèce de café en plein désert. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait tout est très noir. Et l'œil s'habitue petit à petit à ce qu'il est en train aux formes en fait. Et moi, ça m'a fait très bizarre parce que c'est ce que raconte Müller, je l'ai lu après avoir vu le film, et je me suis dit, ah ben oui, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je sais pas si vous aviez vu l'homme qui est à droite en fait dans la salle, et moi je l'avais pas vu, et c'est quand il bouge que je me suis rendu compte qu'il était là. J'ai eu exactement la même impression que toi, ouais. Et tout est question de s'habituer à l'image et d'accepter que Müller l'a modifié au cours du plan. En tout cas, le doute au moment de la lettre écarlate, donc, il est omniprésent chez Wim Wenders, et il va livrer en fait 3 films, Alice dans les villes, Faux Mouvement et Au fil du temps, qui sont 3 incarnations de sa frustration, mais aussi 3 recherches d'une nouvelle forme plus juste de cinéma. Dans un premier temps, Alice dans les villes va interroger sur le sens des images,
Faux Mouvement va mettre le verbe face à son impuissance et au fil du temps, d'une manière récurrente chez Wenders, confronte le cinéma à lui-même. En réalité, c'est complètement la trilogie de la route, c'est Wenders qui se reconstruit. C'est vraiment un moment de quête personnelle pour Wenders qui est habité par le doute que j'évoquais. Après le tournage de Alice dans les villes, et avant la sortie du film, le doute va le pousser même jusque dans ses derniers retranchements, entre guillemets, puisque Wenders va songer à ne pas sortir Alice dans les villes et à arrêter complètement le cinéma. Ce qui s'est passé en fait entre-temps, c'est que entre la fin du tournage et la sortie du film, il a vu le Paper Moon de Peter Bogdanovich, donc la barbe à papa en version française, et Wenders a l'impression que Bogdanovich a fait mieux que lui ce que lui-même souhaitait faire. Le sauvetage de la carrière de Wenders va venir en fait d'une de ses figures tutélaires. C'est Samuel Fuller, le cinéaste, qui va le convaincre de la pertinence de son propre film et de la nécessité de continuer. C'est un autre grand cinéaste aussi qui va croire en Wenders, c'est Coppola qui va l'engager en 78 pour réaliser un film noir, Hamet, qui est un film qui devait... Il va pas croire en lui longtemps. Hein. Non, ça va pas très bien se passer, mais c'est donc un film qui devait s'inspirer de la vie d'Achille Halmet, avant qu'il ne devienne écrivain. Mais ouais, comme tu l'as laissé sous-entendre, leur collaboration a été plus que compliquée. Et au final, je crois que seuls 30% des images tournées par Wenders ont été conservées seulement dans la version finale du film. Le principal désaccord qu'il y avait entre Coppola et Wenders, c'était le choix de l'acteur principal. On sait maintenant, avec toute la carrière qu'a eu Wenders, que c'est quelque chose d'essentiel pour lui, de pouvoir choisir les acteurs qu'il a en tête. Ce sera aussi un des gros problèmes avec Paris, Texas au moment du financement du film. Parce que Wenders, à l'époque de Hamet, il voulait absolument engager Sam Shepard, mais il a pas eu le droit, parce qu'il n'était pas assez bankable. Et donc, c'est en réponse à ça, notamment à toutes les difficultés qu'il a rencontrées lors du tournage, qu'il va réaliser un court-métrage, Reverse Angle en 82, qui va proposer une réflexion sur l'état du cinéma en Europe et en Amérique. Encore une réflexion sur le cinéma chez Wenders, donc. Ouais. Oui. Alors, je veux pas donner trop d'excuses à Coppola, parce que je pense que ça doit être un homme difficile, mais en fait, Wenders, de son côté, reproche à Coppola d'avoir été très absent de la production, jusqu'à ce que son propre fils, qui était assistant sur le film, avertisse Coppola que ce qui se passait sur le tournage, ça n'allait pas le faire. Et en fait, Coppola était en pleine production d'Apocalypse Now, donc il était effectivement sans doute pas au mieux de ses capacités, quoi. Enfin, en tout cas, en tant que producteur. Il faut aussi lui reconnaître que Zoetrope, c'est sans doute une jeune compagnie à l'époque, et que il a mis toutes ses billes dedans, comme dans tous ses projets, et que il a sans doute la trouille de ce que Wenders est en train de faire. C'est-à-dire que Wenders, il a donné un scénario à Coppola, mais il le suit pas du tout. Et tourne autre chose, oui, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Oui. Et que c'est ce qu'il fait à chaque fois, et que ça, dans un système américain, ça peut pas fonctionner. Un système de production classique américain, ça peut pas fonctionner. Et Coppola, de son côté, dit que il y a aussi un autre problème, c'est que Wenders était à l'époque marié à Ronnie Blackley, qui était donc une comédienne qui jouait dans le film et qui n'avait au départ qu'un rôle très secondaire, la femme en rouge. J'ai pas vu le film, donc c'est vraiment d'après une interview de Coppola que je répète ça. Et qu'en fait cette femme prend de plus en plus de place dans le film, elle écrit elle-même des scènes en plus, et en fait ce qui devait être un rôle très secondaire devient un rôle primordial dans le film, et ça va pas, ça correspond pas à ce que Wenders a donné à Coppola au départ, quoi. Donc voilà, donc il y a effectivement eu un désaccord profond sur l'artistique dans le film, mais a priori ils se sont réconciliés un petit peu plus tard. Je suis pas sûre qu'ils se soient beaucoup recroisés, mais voilà. Alors, eux deux, en tout cas, Wim Wenders dit que lui et Francis Ford Coppola sont restés amis, qu'ils se sont beaucoup engueulés sur le plateau de Hamet, mais que depuis ils sont restés amis, pas proches non plus, mais qu'ils ont des rapports plus que cordiaux. Oui, et puis il faut quand même reconnaître alors je sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais il faut quand même reconnaître à Coppola qu'il a sans doute eu une influence sur Paris, Texas, puisque en 82 il tourne Coup de cœur, et que dans Coup de cœur on trouve Natasha Kinski et Harry Dean Stanton, qui seront ensuite les deux rôles, le couple de Paris, Texas, quoi. Donc j'imagine quand même qu'il y a eu une influence de Coppola sur Wenders. Assurément, et le tournage est compliqué, n'est-ce pas, Cédric ? Ouais, très très compliqué. Le tournage a même été suspendu pendant quelques temps, et Wenders il va en profiter pour réaliser un film entre temps. Il a pas besoin de grand chose pour faire ses films. Il va retourner en Europe et il va faire l'état des choses dont tu as parlé sur le site, mon cher Nicolas. C'est un film très personnel et introspectif,
qui aborde notamment les difficultés qu'il a rencontrées sur le tournage de Hamet. Il perd pas le nord, l'ami Wim, il sait utiliser ses désagréments à son avantage. C'est l'histoire d'un réalisateur allemand de films d'arrêt d'essai qui sont bloqués au Portugal après avoir perdu le financement nécessaire pour finir le film. C'est assez rigolo parce que c'est ce qui va leur arriver aussi un petit peu sur Paris, Texas d'ailleurs. Et ça s'inspire d'une histoire vraie rencontrée par Raoul Ruiz lors du tournage du film The Territory en 81, que Wenders avait aidé à terminer à l'époque, et qui est donc aussi une source d'inspiration pour l'état des choses. Ils vont en faire une suite d'ailleurs, Lisbon Story en 94, qui est la suite de ce film-là. Ouais, on voit une fois de plus, moi c'est quelque chose qui m'a marqué là vraiment en explorant tout au long du mois d'avril la filmographie de Wenders à l'époque, c'est que, comme je le disais, il y a une réflexion sur le cinéma en lui-même et sur ce que peut porter et ce qu'est le cinéma en lui-même. Dans l'état des choses, c'est omniprésent parce qu'on voit notamment Samuel Fuller, donc sa figure tutélaire, et Roger Corman à l'écran. On retrouve aussi l'autre schéma dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire que Wenders est confronté à l'échec avec Hamet, l'échec de son rêve américain comme avec La Lettre écarlate, au point de renier aujourd'hui presque Hamet, et il va exprimer sa frustration dans l'état des choses et réfléchir à l'identité du cinéma au sens le plus large. Puis il va reconstruire son regard en 1984 avec évidemment Paris, Texas. Et en 84, faut pas oublier, Wim Wenders, il est encore très jeune, il a 39 ans seulement, il a fait déjà beaucoup de films, mais il est très frustré. Il arrive à un moment de sa carrière où il n'a pas vraiment connu le succès, et je crois qu'il en est à 3 ou 4 films d'affilée où en gros ce sont des succès d'estime, mais personne va voir ses films. Et il se dit vraiment à ce moment-là, il faut que je fasse un film qui rencontre son public. Il va se lancer dans Paris, Texas avec ça en tête, et ça va être un énorme succès, tant critique que public d'ailleurs. Alors il est temps qu'on s'attache enfin à ce pourquoi nous sommes là. Donc c'est un film qui est basé sur un scénario de Sam Shepard, qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va marquer la fin de la période américaine de Wim Wenders, en tout cas de la première période américaine. Et suite au succès de ce film-là, d'ailleurs, il va entreprendre un voyage à travers le monde. Il va retourner en Allemagne, mais il va aller aussi au Japon, en Australie, à Cuba, en Israël. Il va se détourner un petit peu des États-Unis. Donc Paris, Texas, ça va vraiment marquer la fin de la première partie de sa carrière. Et c'est une vraie rupture pour lui parce qu'à l'époque où Paris, Texas s'achève, il vit aux États-Unis depuis 4 ou 5 ans. Ouais, bah oui, notamment pour faire Hamet, parce que quand tu fais un film là-bas comme ça aussi important, t'es obligé de vivre sur place. Alors juste très rapidement pour parler un tout petit peu de Wim Wenders en dehors de Paris, Texas. Bon, déjà Paris, Texas va rencontrer un succès incroyable. Il va gagner la Palme d'Or à Cannes en 84. Mais il avait déjà gagné le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 82 pour l'état des choses. Il va regagner un prix majeur à Cannes en 87 avec Les Ailes du Désir. Il a été nommé quand même 3 fois dans sa carrière aux Oscars, pour Buena Vista Social Club en 2000, où il retrouve Ray Cooder, celui qui compose la musique de Paris, Texas, mais aussi pour Pina et le Sel et de la Terre en 2015. Voilà, sinon il est, comme tu l'as dit, il est très impliqué dans la restauration des films, et notamment les siens, mais il a fondé une société de distribution en Allemagne, la Filmverlag der Autoren, et il a sa propre société de production depuis 1977. Il avait à peine plus de 30 ans à l'époque, Road Movies, qui a produit la plupart de ses films, ainsi que les films de Ken Loach notamment. Merci Cédric. Il est temps de s'attarder maintenant sur le casting. Les acteurs de Paris, Texas, on retrouve notamment Harry Dean Stanton dans le rôle de Travis, le rôle principal du film, Nastassja Kinski dans le rôle de Jane, l'épouse de Travis, et Dean Stockwell dans le rôle du frère de Travis, Walter. Le choix de la distribution, il est assez intéressant pour Paris, Texas, parce qu'en fait, c'est les rencontres ou le hasard qui vont orienter Wim Wenders vers ses choix. Il n'y a pas vraiment de processus de casting à proprement parler. Par exemple, c'est en errance dans l'Ouest américain, au moment de préparer le film, donc, quand il cherche l'esprit profond de Paris, Texas, que Sam Shepard et Wim Wenders, tous les deux, rencontre par hasard Dean Stockwell à Santa Fe, à un moment où l'acteur pense renoncer à sa carrière, et il a notamment obtenu sa licence pour ouvrir une agence immobilière. Le rôle de Walt, le frère de Travis, s'écrit désormais presque avec le visage de Dean Stockwell en tête. C'est aussi par hasard que Wim Wenders et Sam Shepard vont rencontrer Harry Dean Stanton, mais ici le choix va naître d'une contrainte en fait. Wim Wenders voulait faire jouer Sam Shepard dans le rôle de Travis, notamment pour accomplir le souhait qu'il avait eu pour Hamet. Mais Sam Shepard, il est alors très pris par des tournages communs et surtout par sa romance naissante
avec l'actrice Jessica Lange. Et il dit avec humour, il dit qu'il est amoureux et qu'il passera pas des mois dans le désert avec un Allemand. C'est ce qu'il dit à Wim Wenders. Il renonce et c'est presque une libération pour Shepard parce qu'il déteste jouer ses propres personnages. Il conseille notamment à Wim Wenders de revenir vers Harry Dean Stanton. Wim Wenders, il est très amusant quand il évoque cette direction, car pour lui, et dans l'âme américaine selon lui, Harry Dean Stanton, c'est, je cite, le personnage qui meurt au bout de 10 minutes de film. C'est ça. Néanmoins, Wenders comprend l'idée de Sam Shepard, donner à Travis des traits plus marqués et un âge plus avancé, la sensation d'un homme qui serait éprouvé par la vie. J'ai presque du mal à m'imaginer Sam Shepard dans le rôle. Enfin, Sam Shepard à l'époque, c'est quelqu'un qui a un peu moins de 40 ans, je crois, et qui il est très beau, hein, Sam Shepard. C'est l'antithèse d'Harry Dean Stanton. C'est ce que j'allais dire. Il est un peu trop beau, ouais, pour le rôle. Ouais. Il a cette dangerosité dans le regard qui irait très bien avec les personnages, avec ce qu'on apprend sur lui à la fin. Mais justement, je trouve que c'est d'autant plus fort avec Dean Stanton qui a cette tête de gentil. Quand on apprend ce qu'il a fait, c'est d'autant plus marquant. On aurait été moins surpris avec Sam Shepard, je pense. Il a une tête de gentil, mais visiblement, il a quand même fait beaucoup de rôles de méchant et de tueur avant de faire le rôle de Travis. Il n'était pas connu pour des rôles de gentil, visiblement. Non, mais je trouve quand même que Harry Dean Stanton, davantage que Sam Shepard, arrive à incarner une espèce de blessure intérieure qui vient vraiment de son physique et de son visage. C'est un vrai choix étonnant parce que il a presque 40 ans de plus que Nastasia Kinski, et ça se voit quand même dans le film. Ouais, on est obligé de se poser la question en voyant le film quand même. Désormais, le film, il va s'écrire avec Harry Dean Stanton en tête d'affiche dans l'esprit de Wim Wenders, mais Wenders, il est très réaliste et il est conscient que aucun studio américain ne financerait un film avec Harry Dean Stanton en tête d'affiche. Par ailleurs, après Hammett, Wenders veut être producteur de son propre film et il veut absolument plus réitérer l'expérience désastreuse de la collaboration avec Francis Ford Coppola, qu'il décrit lui-même comme un film qui se serait élaboré à deux, là où lui préférait être seul aux manettes. Il va donc se tourner vers des investisseurs français et allemands. Par contre, en contrepartie, il doit engager des acteurs germaniques pour satisfaire ses collaborateurs. Alors, il pense immédiatement à Nastasia Kinski, à qui il avait offert son premier rôle dans Faux Mouvement. Ils étaient restés très proches et elle accepte avec plaisir de retravailler avec lui. Alors ça pose pas vraiment un problème, je trouve, avec Nastasia Kinski. C'est un peu plus compliqué avec Bernard Vicki, qui joue le médecin au début du film, qui a un très 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 fort accent allemand. Hein. Ça s'entend très fort. Hein. Alors que Nastasia Kinski, elle parle comme une américaine. Hein. Ça passe très bien, mais c'est vrai que notamment avec le personnage du docteur Ulmer, c'est plus compliqué de comprendre ce qu'un docteur allemand face au milieu du Texas. Mais bon, allez, ça passe. C'est la même chose d'ailleurs avec le personnage de Anne, hein, qui est jouée par une Française, Aurore Clément, qui elle, pour le coup, joue un personnage français. Donc là, ça passe bien. Oui. C'est bien que tu parles d'Aurore Clément, parce que j'allais dire qu'il fallait quand même qu'on en dise un mot, c'est que elle est pas très... On connaît son nom et on connaît son visage, mais elle est pas hyper connue. Elle a quand même une filmo hyper solide, et c'est encore peut-être une influence de Coppola, puisqu'elle était quand même dans Apocalypse Now, ce qui amène à 2 palmes d'or sa filmographie, quoi. Oui, ça va. Pas mal. Et c'est un petit peu la victime du film. Moi, j'ai toujours un petit passement à cœur quand je pense à elle et quand je pense à Paris, Texas, parce que c'est la mère à qui on prend son enfant. C'est terrible son destin, ce personnage-là. Mais oui, il y a une scène où elle le vit vraiment comme une rupture affective totale. C'est là où elle chante une berceuse toute seule en pleurant dans son lit. Alors, c'est pas lié au casting, mais à l'équipe du film, et je pense que c'est intéressant quand même de faire mention de Ray Cooder à la musique, parce que la musique de Paris, Texas est indissociable, hein, vraiment. Alors là encore, c'est un choix du cœur pour Wenders, et comme Sam Shepard, ça se répète, c'est une façon de travailler avec un artiste qu'il avait désiré pour Hammett, mais qui avait été refusé par la production, donc par Francis Ford Coppola. Leur méthode de travail, elle est franchement atypique, et l'approche de la musique de Ray Cooder l'est aussi tout autant. Ray Cooder, en fait, c'est un musicien qui n'écrit absolument pas sur des partitions, il ne lit pas la musique, c'est presque le prodige de l'instrument. Wenders fait une comparaison concernant Ray Cooder avec Miles Davis à ce niveau, qui n'écrivait pas non plus sur des partitions, et il rapproche le travail de Ray Cooder de ce que Miles Davis avait fait en tant que trompettiste pour le film Ascenseur pour l'échafaud. Alors, pour élaborer la musique de Paris, Texas, donc, Wenders projette le film à Ray Cooder dans une petite salle,
et le guitariste improvise sur les images, tandis que Wenders capte le son de la guitare et des différents instruments que ramène Ry Cooder. Pendant une semaine, il recommence l'opération en boucle, et la seule chanson du film qui n'est pas une improvisation de Ry Cooder, c'est le thème principal du film, en réalité, qui est une reprise de Dark Was the Night, une chanson de Blind Willie Johnson. Ouais, moi j'avais lu que dans une de ses interviews, c'était carrément 3 jours qu'il avait eu pour composer, et qu'en gros c'était 3 jours avant de devoir envoyer le film à Cannes, sinon sinon il y avait pas de musique, quoi. Et donc qu'il a fait ça effectivement dans l'impro totale, quoi. Ouais, il y a peut-être un fil rouge des films qui ont la Palme d'Or à ce moment-là de l'histoire et qui sont finis dans le rush. Je rebondis sur ce que tu disais, le fait que Ry Cooder s'est imprégné du film pour donner une musique, hein, en envoyant en boucle. Et il va composer un blues, hein, qui se passe de mots pour retranscrire, hein, selon moi, dès le début du film, très bien l'indicible qui explique l'errance de Travis à travers le désert. On comprend avec la musique que le personnage va être mutique. En tout cas, c'est une fois qu'on le sait, qu'on saisit que la musique répétitive que joue Ry Cooder est telle quelle. Je suis d'accord avec toi sur la place de la musique. J'ai pas réussi à exactement savoir quel était le sens, s'il y en a un, s'il faut en trouver un, de la musique, mais en tout cas, elle intervient à des moments quand même assez particuliers. Et je pense qu'il y a aussi dans le travail de réverbération du son, il y a aussi une interprétation probablement de ce que ressent le personnage. Elle intervient quand même à des moments particuliers. Ouais, ça tient aussi de la projection de Wim Wenders sur l'image qu'il a de l'Amérique, parce qu'il dit dans Cinéma, image d'archives, que Ry Cooder, c'est la musique qu'il écoute en fait lui-même lorsqu'il habite aux États-Unis, et elle est collée pour lui à cette image-là de l'Amérique. Mais on reviendra sur la vision de l'Amérique de Wim Wenders. Par contre, on a évoqué Sam Shepard. C'est lui qui a inspiré le roman du film, n'est-ce pas, Cédric ? Ah, ouais, alors vraiment entre guillemets, hein, parce qu'on l'a déjà dit, hein, Wim Wenders, c'est le scénario, c'est une base de travail de départ, mais c'est plus une inspiration qu'autre chose. Mais son idée, en tout cas, quand il a décidé de se lancer dans le projet Paris, Texas, c'était de collaborer avec Sam Shepard autour d'un film qui raconterait une histoire sur l'Amérique. Et leur idée initiale, c'était d'adapter Motel Chronicles, qui était un roman de Sam Shepard, qui n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, c'est un recueil de très courtes nouvelles ou d'extraits de journal de sa vie à lui, ou de courts poèmes, et qui vont servir d'ébauche pour Paris, Texas. Sam Shepard va proposer un premier jet en novembre 82, avec un tournage prévu pour 83, mais ils vont le jeter à la poubelle très vite. Mais Wim Wenders va dire d'emblée à son scénariste, de toute façon, ça sera pas un scénario, ce sera pas non plus un synopsis. On va utiliser ça comme une description du film. On va pas le retravailler avant le tournage. Le film sera tourné dans l'ordre chronologique, et Sam, tu écriras le scénario au fur et à mesure. J'ai déjà fait 4 films de cette manière, c'est ma méthode de travail préférée, et c'est aussi ainsi que fonctionne la vie, et puisque le film traite d'un homme dont la perception est totalement ouverte, il semble nécessaire que la perception du film, elle aussi, reste ouverte. C'est, je pense vraiment, une totale réaction à ce qu'il a vécu sur Hamet, et il veut plus se laisser faire, il veut faire ce qu'il a envie de faire maintenant. Oui, c'est une façon de se défaire des chaînes qu'il avait eues sur une grosse production américaine. Ouais. Wim Wenders en dit plus sur le choix de s'emparer du travail de Sam Shepard en interview. Il dit que l'auteur est en fait propice au sentiment de liberté voulu dans le film, et qu'il est le choix parfait pour plonger dans une famille typique de l'Ouest américain et capturer ce que Wim Wenders appelle l'âme de l'Amérique. Et c'est très juste, hein, ce qu'il décrit. Pour avoir lu le livre, c'est exactement ça, c'est des séquences familiales dans lesquelles il va parler de souvenirs d'enfance, de son père notamment, de sa mère et de son frère, qui on sait la frontière entre ce qui est inventé et ce qui est réel, on la connaît pas, mais on imagine très bien que tout ce qu'il décrit, c'est soit il l'a vécu, soit il l'a vu. Effectivement, comme tu l'as dit plus tôt, Wenders et Shepard, ils se rencontrent en 78 autour de cette participation avortée à Hamet. Et Wenders apprécie le travail de l'écrivain auprès des acteurs en fait, puisque souvent Sam Shepard, qui est aussi dramaturge, met en scène les premières de ses pièces de théâtre. Il aime sa plume, son regard sur l'Amérique. Et Sam Shepard va rapidement devenir ami avec Wenders, et en 1982, c'est Sam Shepard qui confie Motel Chronicle à Wim Wenders. Par amitié, Wenders il va tenter d'en tirer un premier scénario, le futur Paris, Texas, mais il a le sentiment d'échouer. Comme tu l'as dit, le livre est une collection de scénettes, et finalement, c'est Sam Shepard qui va
conseillé à Wim Wenders de tout balancer à la poubelle et de tout reprendre depuis le début. Il lui dit qu'il faut inventer quelque chose, se détacher du livre et n'en garder en fait que le ton. Finalement, Paris, Texas, ça se base que sur un quart de page du livre, l'histoire d'un homme qui laisse tout derrière lui pour errer dans le désert, ce que deviendra Travis à l'écran évidemment. Alors c'est vrai sans être vrai ce que tu dis. Alors c'est très vrai pour l'histoire. Par contre, le livre, il y a plusieurs photographies dans le livre, Oui. et on retrouve l'ambiance de ces photographies dans Paris, Texas. Sam Shepard photographie comme Wim Wenders aime le faire, les bâtiments et les hommes face à des bâtiments, mais pas des bâtiments qu'on considérait glamour, mais des bâtiments. Il va photographier par exemple une station-service, le genre de station-service qu'on retrouve au début de Paris, Texas. Il va prendre une photographie d'un aéroport, mais pas en le glamourisant, en le voyant de loin, comme on peut retrouver exactement la même scène dans le film. Il y a un détail intéressant, c'est qu'il y a une des scènes, en fait ils ont tourné énormément de scènes, c'est hallucinant de voir le nombre de trucs coupés dans le film qui ont été tournés, et entre autres il y a une scène dont on voit une partie dans le film où Travis est assis sur une voiture et Walt, son frère, vient le rejoindre, et en fait dans la scène coupée il lui raconte une nuit, un souvenir qu'il a avec sa mère d'une nuit où ils se sont arrêtés dans un endroit où il y avait des dinosaures géants, des sculptures de dinosaures géants, et c'est la première nouvelle du livre de Shepard. Et je trouve que c'est intéressant que ça soit un dialogue c'est même pas un dialogue, c'est un monologue qui a été coupé du film, comme si c'était comme encore une chose qui est derrière ce qu'on voit dans Paris, Texas, comme les moments disparus de la vie de Travis en fait. En fait, le livre de Shepard, c'est un peu la réponse à l'interrogation qui plane sur les 4 ans de disparition de Travis avant que le film commence. Je vous propose de se plonger un peu sur la production du film et le contexte. Alors production assez chaotique, mais moins chaotique que celle de Hammett. En fait, pour attirer des investisseurs, Sam Shepard et Wim Wenders, ils vont quand même écrire un semblant de script, mais ils vont élaborer une fin dont ils savent pertinemment qu'ils ne tourneront pas la moindre image et qui ne sera pas celle du film. En fait, ils ont une bonne moitié solide au moment d'aller chercher des producteurs, qui s'est en fait écrite durant 6 mois en errance dans l'Ouest américain. L'Ouest américain, Wenders, il dit même d'une manière très poétique que c'est le co-auteur du film. Alors en réalité, derrière cette fausse fin qui ne sera jamais tournée, il y a la proposition que fait Sam Shepard à Wim Wenders de ne pas écrire de fin justement maintenant et de laisser le tournage dicter les événements. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose que Wim Wenders apprécie beaucoup. Cédric, c'est toi qui nous en parles. Shepard déteste les fins en fait, et pour Wenders donc c'est une aubaine. Il retrouve la méthode de travail notamment de Au fil du temps, qui n'avait pas de scénario clair mais qui avait plutôt une carte routière en guise de script. En fait, tout ce qu'ils ont, c'est quelques pages, l'idée de personnages qui voyagent, et tout le reste va se faire sur le tas au fur et à mesure du voyage. Ça, faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. En 84, on tourne en pellicule, ça coûte très cher de tourner, hein. Et c'est pas comme aujourd'hui, on peut tourner autant qu'on veut, peu importe, à la limite, il faut payer les gens qui travaillent, mais ça se limite là. Mais là, ce qui coûte vraiment très cher, c'est toute la pellicule utilisée, et tout ce qui est gâché, en quelque sorte. C'est un vrai choix de la part de Wim Wenders, mais ça a un coût, ouais. Et d'ailleurs, sur cette histoire de pellicule, ils ont eu très très chaud à la fin du tournage sur les monologues de Kinski et Stanton, parce qu'ils avaient plus que quelques magasins de pellicules et il fallait pas rater, quoi. Oui, ça a coûté beaucoup de pellicules, la scène du Peep Show. Je voulais revenir sur 2 choses. D'abord, l'idée du voyage. Juste avant qu'on enregistre, je lisais une interview de Wenders par Hubert Niogré au moment de la sortie du film. Et en fait, il y avait un élément que je ne savais pas, que j'ai trouvé nulle part ailleurs, c'est que quand ils ont commencé l'écriture, ils venaient de terminer l'Odyssée. Et en fait, c'était la première fois qu'il le lisait et il est parti de ça. Il dit peu à peu on avait le début d'une histoire, un homme perdu un peu comme Ulysse chez les morts et qui revient avec une seule idée, celle d'une femme. Il revient presque comme un enfant, il n'a pas de passé, pas de mémoire. Et donc ça c'était en fait ça a été la prémisse de l'histoire. Et je l'ai trouvé nulle part ailleurs, il l'a pas redit après.
Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé même d'autres extraits de cette interview dans lesquels il parle du fait qu'il a utilisé d'autres passages d'Ulysse, notamment le fait de se raser et de pas se reconnaître dans le miroir après s'être rasé, comme le peut faire Ulysse dans l'Odyssée aussi. Et oui, et c'est intéressant pour voir comment est-ce qu'il travaille, de regarder le scénario de continuité qui est disponible sur Internet. En fait, il y a quelques dialogues, mais très peu de descriptions. En fait, on voit en gros des plans qui décrivent ce que Travis voit et fait, mais c'est extrêmement succinct. Parfois, vous avez juste un quart ou une moitié de page écrit, et le reste est complètement vide, comme si il savait qu'il allait laisser la place à l'improvisation. C'est assez rare de voir des scripts aussi peu remplis, quoi. Après, ils avaient quand même un script assez épais, hein, visiblement. Et quelle était la volonté exacte de Wenders, en fait, Cédric ? En fait, au départ, il voulait faire un film plus complexe que le résultat final. Hein. Il avait initialement prévu de traverser toute l'Amérique en voiture. Il voulait aller en Alaska, traverser le Midwest, la Californie, et finir au Texas. Il voulait faire un vrai itinéraire en zigzag à travers le pays, avec la vision qu'il avait de l'époque. Chaque partie des États-Unis était différente, et il voulait un petit peu tout montrer. Et c'est Sam Shepard qui l'en a dissuadé. Il lui a dit, mais laisse tomber tout ça, ça va te coûter trop cher. Il suffit que tu tournes tout dans le seul état du Texas et il y a toute l'Amérique qui est là. Wim Wenders, il dit à l'époque, je connaissais mal le Texas, mais j'ai fait confiance en mon ami. J'ai voyagé à travers le Texas pendant 2 mois et j'ai dû me rendre à l'évidence. Tout ce que je voulais voir dans mon film était là, au Texas. Oui, en fait, il a passé des 2 ou 3 mois à parcourir ce qui deviendra les lieux de tournage, donc dans le Texas. Il a pris beaucoup de photos qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des livres de photos qui ont été édités plus tard. Ouais, on les trouve beaucoup sur Internet de ces photos qui sont très belles d'ailleurs. Hein. On retrouve le film, l'ambiance du film, hein, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans les interviews de l'époque, il dit qu'il n'y a pas pensé, mais quand même quand tu regardes, tu te dis qu'il connaissait forcément les tableaux du gars. Mais donc il a quand même une première expérience de la peinture quand il était à Paris. Mais quand on voit ces photos, on pense quand même très très fort à Edward Hopper. Et il a fait un court-métrage d'ailleurs sur Hopper bien plus tard. Oui, ces photos, elles sont pas destinées à être des photos de repérage, mais c'était vraiment pour s'imprégner des lieux. Comme je le disais tout à l'heure, il tombe d'abord amoureux d'un lieu et ensuite il écrit pour pouvoir tourner dans ce lieu. Et il voulait aussi appréhender le traitement de l'image. Alors lui, il parle de l'utilisation du Kodachrome, mais je pense qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les couleurs, et il l'a beaucoup dit, et Robbie Muller aussi d'ailleurs, c'est que les couleurs de l'Amérique sont très vives en fait, et qu'il voulait rendre hommage à ces couleurs, et donc se fondre complètement dans ce paysage très très particulier. Ouais, le fait de documenter le voyage en photo, c'est aussi amusant parce que ça rappelle le personnage qu'interprète Rudiger Vogler dans Alice dans les villes, qui est un journaliste, lui, qui est perdu dans les États-Unis, qui est complètement absorbé par les États-Unis rurales et qui essaye de capter avec les photos l'essence de ce qu'il voit. Et on a l'impression qu'avec Paris, Texas, Wim Wenders résout un peu ce problème-là. Alors il y a une chose quand même dans le flou du scénario qui est élaboré, qui est essentiel pour Wim Wenders, c'est la place de l'enfant dans le récit. Il veut renouer justement avec l'esprit de Alice dans les villes et offrir un rôle prépondérant à un jeune acteur. D'une part, Wenders adore tourner avec des enfants. D'autre part, on retrouve le schéma que j'évoquais toujours plus tôt. Après l'échec de la lettre écarlate, Wenders retrouve son langage préférentiel. Après le désastre de Hamet, il retourne vers ce langage préférentiel qui passe notamment par l'enfance. Oui, et d'ailleurs, le choix de Stanton, visiblement, c'est aussi dû au caractère enfantin de l'acteur. Il dit qu'il a choisi Harry Dean parce que, je le cite, parce qu'il est l'un des quelques adultes qu'il connaît qui a gardé cet enfant qui est mort, en fait. Il dit cet enfant mort chez la plupart des adultes. Lui, il a su le garder vivant en lui, et qu'il a il y a quelque chose d'innocent qui se reflète chez lui. Et effectivement, on trouve dans les films qui entourent Paris, Texas, on retrouve pas mal de récurrences, ouais. En particulier ce rôle des enfants. Il y a une autre idée qui va porter Wim Wenders dans l'élaboration de ce semblant de scénario, donc c'est la notion de contradiction au cœur de son film. Il veut contredire l'image donnée de Travis et de son passé tragique. Le titre, Paris, Texas, porte, selon Wim Wenders, toute cette contradiction. Selon lui, pour un Européen, rien n'est plus improbable que l'association des mots Paris et Texas. Et ça va être le moteur de son film. Paris, Texas, c'est pas un film américain, c'est un film sur l'Amérique. C'est le regard d'un Européen sur l'image de l'Amérique
pas un film issu du cadre ordinaire cinématographique américain, et on comprend ce que tu nous disais un peu plus tôt, Cédric, que c'est ainsi qu'il signe la fin de sa période américaine par ce film sur l'Amérique. Comment s'est passé le tournage, Charlotte ? C'est un tournage, tu l'as dit, qui a été compliqué pour des raisons de financement qui arrivaient plus ou moins au bon moment. Alors d'abord ils ont tourné ils ont tourné par ordre chronologique, ce qui était important pour le déroulé du film et pour l'ambiance, l'atmosphère qu'il voulait donner. Ça, c'est une des règles d'or de Wim Wenders qu'il établit au moment de la trilogie de la route, c'est qu'il veut tourner en ordre chronologique et il veut réduire l'équipe au maximum. C'est vraiment les deux axes moteurs de sa conception de la réalisation. Oui, et ce qui est aussi intéressant dans sa façon d'aborder son travail avec les acteurs, c'est qu'on sent qu'il a fait très attention aux petits garçons. Et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de tourner dans l'ordre chronologique, parce que c'était son premier film en fait, au petit garçon, si je me trompe pas. Donc ils ont tourné les premiers plans à Big Bend au Texas, qui est l'endroit le plus chaud du Texas, donc ils tournaient par 43 degrés, en partie dans l'improvisation complète. Et d'ailleurs, dans cette histoire d'improvisation, il y a dans les rushs qui n'ont pas été utilisés du film en Super 8 qu'on voit dans une des séquences qui se passe à Los Angeles, il y a des séquences qui ont été retirées du film où on voit Hunter à 7-8 ans avec Jane, alors qu'il est impossible qu'il ait cet âge-là, puisque à la fin du film, on sait que sa mère est partie pendant 4 ans, et il la retrouve alors qu'il a 8 ans, donc c'est impossible qu'il se soit retrouvé dans ces âges-là. Sur cette façon de travailler aussi dans l'improvisation, à un moment donné, il traverse une ville qui s'appelle West Hoff, et Wenders décide de s'arrêter de tourner une scène parce qu'en fait c'est le nom de son grand-père. Voilà, donc en fait tout est très instinctif. Mais les noms des villes l'ont beaucoup guidé au moment de son errance aussi. Il raconte dans les bonus que parfois il changeait complètement d'itinéraire juste parce que, comme tu le dis, là par rapport à son grand-père, mais même parfois juste parce que le nom d'une ville lui évoquait quelque chose de significatif. Oui, tout à fait. Donc c'est un tournage très fauché, les fonds viennent d'Europe et parfois, parce que ça vient d'Europe, l'argent met plusieurs jours à arriver, et ce qui fait que l'équipe est complètement immobilisée. Tu l'as dit tout à l'heure, la fin du tournage, à la fin du tournage, il manque toute la fin du film. Et Sam Shepard donc écrit ce fameux monologue qui sera dit par Travis et Jane à la fin. Et en fait, c'est ce moment-là où Shepard, d'abord Shepard ne répond pas, et donc il y a 2 semaines à peu près qui se passent où il y a plus de scénario, il y a plus de film, donc toute l'équipe est renvoyée chez elle, les acteurs, les techniciens. Et la fin du film se fait dans une équipe très réduite, c'est-à-dire qu'en gros il y a le cadreur qui est Robbie Muller, puisque Robbie Muller tient à cadrer lui-même, l'ingé son et l'ingénieur du son, les acteurs et Claire Denis, quoi, en gros, qui est l'assistante personnelle de Wim Wenders et qui a eu visiblement un rôle artistique important sur le film. Et Wim Wenders est resté très calme sur le tournage, apparemment c'est quelqu'un qui a mis une ambiance très paisible. Les acteurs disent que c'était pas le film le plus facile à tourner, mais que parce que la personnalité de Wenders était très calme, c'est pas devenu une expérience douloureuse, quoi. Donc oui, il y a sans doute dans ce tournage une revanche de Wenders sur l'expérience Hammett, mais c'est pas la seule chose, parce que les déceptions de Wenders à propos de l'Amérique, elles viennent d'avant en fait. C'est pas juste l'expérience de Hammett qui a achevé Wenders sur son rêve américain, on va dire. Ouais, faut dire que l'écriture justement des monologues finales de Sam Shepard pour Paris Texas, c'est assez atypique, c'est-à-dire que au moment de confier les dialogues à Wim Wenders, ils ne peuvent plus perdre le temps de communiquer par voie postale, et Sam Shepard va dicter au téléphone les dialogues pendant plusieurs heures à Wim Wenders, et Wim Wenders est en fait très content du résultat parce que pour lui c'est des mini pièces de théâtre à l'intérieur du film. On va revenir évidemment sur ces scènes au sein du Peep Show. On en a pas parlé, mais il faut quand même citer Kit Carson, qui est arrivé sur le film pas tout à fait vers la fin, mais dès que son fils son fils c'est le petit garçon. Il est arrivé sur le film à ce moment-là. Wim Wenders lui présente son scénario, la fin de son scénario, et en fait il est pas très très content de ce qu'il a fait. Et dans le dialogue qu'il y a eu entre Shepard et Wenders sur l'écriture de la fin, Shepard lui a dit
dis-moi comment va être ta fin et moi je t'écrirai les dialogues, et c'est Carson qui a en fait structuré le film à ce moment-là. Donc il a quand même une place importante et on le cite pas beaucoup, on cite beaucoup Shepard, mais quand même je pense qu'il a quand même fait tenir le film à un moment donné au niveau du scénario, quoi. Voilà, nous avons posé un peu le contexte de l'élaboration de Paris, Texas. Les réfracteurs vous proposent désormais de plonger dans l'analyse du film en lui-même, une analyse qu'on a découpée en 2 mouvements, et on va s'attarder dans un premier temps sur la mémoire et le langage qui sont au cœur du film de Wim Wenders. Dans cette logique de mémoire et de langage, je dirais que sous les traits de Travis dans Paris, Texas, le film livre le portrait d'un être du passé, presque un fantôme en fait de l'Ouest ancien, qui est au centre du film, qui ressurgit et qui s'incarne progressivement dans le récit. Au début du film, Travis, c'est presque un spectre, en fait, qui se matérialise doucement. D'abord, il ne l'entend pas, puis il ne parle pas, il consent finalement à changer de costume après être apparu en haillon, comme s'il avait traversé l'enfer pour ressurgir. Il se décide enfin à manger, puis à dormir, toujours par étapes. Personnellement, et pour les mêmes raisons que celles que tu viens d'évoquer, je dirais presque que Travis est revenu, il est au stade de l'enfance. On en parlait tout à l'heure, la fascination de Wim Wenders pour l'enfance. Mais Travis, il doit réapprendre tous les gestes les plus simples au contact de son frère, qui devient donc de fait un père de circonstance. Et Walt, il est d'ailleurs extrêmement patient avec lui. On le sent agacé intérieurement et pressé de reprendre le cours de sa vie, mais son amour pour son frère prend le dessus, comme un devoir à accomplir, une espèce de responsabilité qu'un père aurait envers son fils. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais juste peut-être une remarque à faire, c'est que quand Travis apparaît, il a un accoutrement très étrange, et il y a un premier point de couleur qu'on retrouve tout le long du film, c'est sa casquette rouge, et elle se décline jusqu'au rose du pull de Jane à la fin. J'ai lu quelque part que Wim Wenders en fait voulait en faire un petit clin d'œil parce que quand on imagine son film, il est pensé presque qu'un western, et la musique qui va avec, c'est presque une musique de western aussi. Et donc plutôt que le Stetson, il voulait qu'il ait une casquette un peu ridicule, rouge comme tu dis. Et plus tard, quand il change de casquette, il en a une autre. Et ben là, il y a juste une marque qui apparaît sur cette casquette, c'est un clin d'œil, c'est la marque Stetson. En tout cas, le rouge, il est récurrent dans le film parce que j'ai vu en interview Wim Wenders confier qu'il avait une palette de couleurs préférentielle pour le film, pour Paris, Texas, qui était tout simplement le blanc, le rouge et le bleu du drapeau américain. Donc le rouge, c'est vraiment un élément pensé. Tu parlais de responsabilité de Walt, de père, comme un père envers un fils. On peut noter d'ailleurs que dans cette reconstitution de Travis, le sommeil ne lui revient qu'une fois qu'il est au contact de son fils, Hunter, une fois que le passé est retrouvé. Oui, c'est ce contact avec Hunter qui va refaire de lui l'homme qu'il a été. Et ça va lui permettre de se reconstruire une identité d'adulte. Alors d'abord, il va faire semblant. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène où il cherche un modèle dans les magazines pour voir à quoi ressemble un vrai homme. Et ensuite, avec la femme de ménage, elle va l'aider à choisir des vêtements qui vont pouvoir l'humaniser un petit peu. Hein. Et Travis, il reste constamment en bordure de l'enfance jusqu'à ce qu'il retrouve Jane. Ça n'est pas anodin que Travis et Hunter communiquent avec des jouets, les talkie-walkie par exemple. Travis, il semble se réveiller à lui-même pour la première fois lorsqu'il apprend par Anne que Jane verse des sous tous les mois pour Hunter. C'est une responsabilité parentale qu'il a complètement abandonnée jusque-là. Et on sent juste dans un regard un sentiment de honte qui va le renvoyer à sa position de père non responsable. C'est vrai, t'as raison. En fait, on a l'impression que son rôle d'adulte et de père, d'adulte en fait surtout, apparaît la première fois qu'il parle avec Jane dans le peep show. Et ce qui est un peu triste, c'est que les sentiments adultes qu'il ressent, c'est la colère en fait. Ouais. C'est ça qui fait de lui un adulte. Et d'ailleurs, ce côté irresponsable qui plane sur le film, parce que c'est lui qui dirige tout le film, ça a posé un problème, entre guillemets, faut pas exagérer, sur le tournage. C'est Kit Carson qui en parle, parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de mouvement anti-Travis dans l'équipe du film, et lui il trouvait que c'était pas très juste, et c'est à ce moment-là où il en a parlé avec Wenders, et Wenders lui a soufflé que pour lui le héros secret du film c'était Walt en fait. Alors, je sais pas si c'était un petite blague de Wenders, mais il fallait que le personnage de Travis soit quand même suffisamment attachant pour que le spectateur ne s'inquiète pas qu'il parte avec un enfant, parce que sinon c'est pas du tout quelque chose de vraisemblable.
D'ailleurs, Travis, il prend conscience de sa propre nature et il verbalise ses sentiments qu'une fois qu'il a pris la route avec l'enfant, une fois qu'il est dans le peep show, donc c'est une fois que le départ a été acté, c'est là qu'il recompose vraiment son être à la lumière du passé. En fait, il y a un phénomène intéressant dans Paris, Texas, c'est que avancer dans la chronologie du film, c'est aussi avancer dans le passé, dans un mouvement contraire, vers une expression du souvenir traumatique qui passe par le verbe dans les scènes du peep show. Paris, Texas, c'est donc ce double mouvement temporel, le présent mystérieux, on comprend pas vraiment tout des enjeux qui se déroulent devant nous, et le passé douloureux. Paris, Texas s'amuse à ce titre à chercher une représentation du passé sous différentes formes et à y confronter Travis. Il y a une chose que j'ai remarqué en étudiant c'est un gros mot, mais en observant les films précédents de Wenders, c'est qu'ils interrogent constamment sur la représentation juste de l'émotion et de la vérité. Une scène m'interpelle tout particulièrement dans Paris, Texas, c'est la séquence où Travis est confronté à un film de famille tourné par son frère en Super 8 et qui montre des instants heureux entre Travis, Walt, leur femme et Hunter, des séquences qui sont désormais lointaines évidemment. Je pense que le choix du Super 8, c'est pas du tout anodin pour Wenders, parce qu'il a l'habitude depuis ses débuts de cinéaste de balader sa propre caméra Super 8 sur les plateaux de tournage. Néanmoins, je pense que dans Paris, Texas, le réalisateur semble dire que les images, aussi brutes soient-elles, mentent. La joie exprimée, elle sera dénoncée par la suite. L'image interrogée fait aussi penser à Alice dans les villes, plus lointainement. Je reviens souvent à Alice dans les villes, mais je pense qu'il a vraiment une ossature commune avec Paris, Texas. Alice dans les villes posait pas mal de bases, en fait, pour le film. Travis est opposé à une vision du passé idéalisé, mais il ne peut pas accepter ce passé idéalisé comme vérité. Il est ébranlé à l'écran, il est plongé dans l'ombre, et ce sera réitéré dans la scène du peep show où, face à l'expression verbale de son passé traumatique de Marie, traumatisant presque de Marie, on pourrait dire plutôt, il va aussi être plongé dans l'ombre par Wim Wenders et Robbie Muller. Je pense vraiment que c'est le fait de revoir Jane pour la première fois qui va provoquer cet effet. À chaque fois qu'il la revoit, et d'ailleurs il la voit jamais directement, le lien charnel est brisé à jamais entre les deux. Que ce soit au travers des films Super 8, on en a parlé, mais aussi en suivant sa voiture, ou de l'autre côté de la vie du peep show. Travis, il redevient à chaque fois un petit peu plus adulte pour se rappeler finalement du gâchis qu'il a provoqué. On pourrait penser que Travis pourrait rencontrer Jane en l'attendant à la sortie de son travail, mais il préfère aller la confronter sur son lieu de travail, mais pour être sûr de ne pas pouvoir la toucher. Il veut la voir sans le contact physique. Oui, je pense qu'il se l'interdit, et c'est aussi une manière pour Wenders de confronter le personnage de Travis à une autre représentation de l'Amérique. C'est un peu une Amérique de sitcom. Le décor semble complètement absurde, là, ce décor de diner. On a l'impression que c'est une autre réalité à laquelle Wim Wenders ne croit pas vraiment. C'est un peu le fantasme mort de l'Amérique que le réalisateur signe, avec un écran de télévision qui diffuse de la neige. Alors là, je pense que c'est pas du tout anodin, parce qu'en fait, les écrans de télévision qui diffusent de la neige, Wenders, il adore ça. Il en met dans tous ses films, en tout cas dans la première moitié de sa carrière. Ici, il semble appartenir à une représentation factice de la vie, qui, conjointe avec le surcadrage que fait la vitre sans teint, semble, à mon sens, là je vais peut-être un peu loin, mais ça m'a évoqué l'écran d'une télévision. Alors face au Super 8 ou dans le peep show, la mémoire ment à Travis, elle se déguise. Wenders se détourne de l'image pour placer la vérité dans le dialogue. Le peep show est vraiment un lieu à part dans le film, on est tous d'accord là-dessus je pense, trouvé par hasard lors d'une excursion dans l'Ouest américain par Wenders en compagnie de Claire Denis que tu mentionnais un peu plus tôt. Attends, il existe vraiment ce peep show ? Non, il n'existe pas. Enfin, si, le lieu existe, mais ils l'ont réadapté à leur sauce, quoi. Il n'y a pas des fausses vraies scènes de la vie comme il y a là. Non, ça c'est un truc qu'ils ont inventé pour le film, le fait que ça soit un lieu non pas de défeuillage, mais de dialogue en fait. Oui, en fait, Wenders parle du peep show comme un cabinet psychiatrique atypique pour les hommes, où ils viennent simplement dialoguer avec les femmes. C'est intéressant comme idée, je trouve, parce que ça a un lien avec la honte que Travis éprouve. On apprend d'ailleurs dans leur dernière rencontre, là je spoil très allègrement le film, qu'il a été un mari violent et abusif psychologiquement. Et on comprend dans cette scène de cabinet psychiatrique dont tu parles que Jane, elle est prête au pardon, mais lui, il n'est pas prêt à se pardonner, et en fait, il veut même pas se pardonner. Il veut réconcilier la mère et son fils, mais pas lui.
Ouais, c'est ça. Mais je sais pas s'il y a une histoire de pardon en fait, parce que je sais pas si c'est vraiment la question dans le film. Peut-être que t'as raison, hein, mais moi j'ai surtout l'impression que tout le chemin du film, c'est son chemin pour comprendre, parce qu'on sait pas très bien pourquoi il va la rejoindre. Moi, je pense qu'il veut que Hunter retrouve sa mère. En tout cas, c'est ce qu'il fait à la fin, mais. C'est ça, c'est en fait, il comprend le chemin qu'il fait dans le film lui fait comprendre que leur histoire d'amour est terminée et que sa seule manière de permettre à Hunter de retrouver sa mère, c'est lui de partir en fait, de se retirer complètement. Ouais. Il vient des limbes, enfin on sait pas très bien de vraiment, il vient du désert littéralement quoi, psychologiquement etc. et il y retourne à la fin. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hors-champ du film en fait. Ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui vit quoi. Tout à fait. Concernant ces 2 scènes de Peep Show, elles s'appuient sur des dialogues particulièrement longs, et ça, je crois que c'est très attaché au style de Sam Shepard, Cédric. J'ai lu Fool for Love, c'est une des pièces qu'on trouve à la suite de Motel Chronicle, en tout cas dans l'édition française. Et c'est tout à fait le style de Sam Shepard de Paris, Texas, qu'on retrouve dans les 2 grandes scènes de dialogue de la fin. C'est typiquement un dialogue entre un homme et une femme qui parlent de leur passé, à chacun leur tour, sans vraiment s'écouter l'un l'autre, vers une résolution un petit peu tragique. Ouais, c'est plutôt une addition de monologue qu'un vrai dialogue, ces scènes. La longueur de ces scènes, ça devient un véritable défi sur le plateau de tournage pour Nastassja Kinski, mais surtout en fait pour Harry Dean Stanton, qui est terrorisé à l'idée de ne pas réussir à apprendre 10 pages de dialogue. C'est un acteur qui est habitué au second rôle, il doit être habitué à prendre quelques lignes à chacun des films qu'il a tourné. Il a une centaine de films à son actif, c'est un acteur très expérimenté à cette époque-là, mais je crois que quand il est mort, il était à plus de 200 films. Mais à chaque fois, oui, il a quelques jours de tournage sur chacun des films dans lesquels il a joué. Et je pense que c'est aussi un acteur de cinéma qui d'un coup se retrouve confronté à une proposition très théâtrale. C'est possible, ouais. En tout cas, c'est Nastassja Kinski qui va sauver un peu la situation parce que durant 2 jours et 2 nuits, les 2 acteurs vont travailler incessamment les scènes jusqu'à ce que Harry Dean Stanton soit en pilote automatique, comme le dit Wim Wenders. Sur le plateau, c'est aussi elle qui va rassurer Harry Dean Stanton et qui va le mettre en condition, mais ça reste quand même une vraie épreuve qui va coûter des quantités astronomiques de bobines, on les évoquait plus tôt, pour une simple raison, en fait, Harry Dean Stanton, il est en quête de perfection et il refuse qu'on tronque le dialogue. Il demande à recommencer chaque prise du tout début à chaque fois qu'il se trompe de mots ou d'intensité émotionnelle. D'où la trouille qu'ils ont eue que la bobine vienne à manquer, parce que effectivement il y en avait plus beaucoup à la fin. Et d'ailleurs pour s'aider, pour faire part de ses craintes, il a appelé Shepard à propos du long monologue de fin, et Shepard lui a dit, en fait il pouvait pas faire grand chose et il a juste insisté en disant en fait tout est dans le texte, c'est juste que tu dois pas le jouer, il faut pas que tu le joues. Et en fait Stanton répétait, et à force de répétition, et pareil, ça c'est encore Kit Carson qui en parle, il a vu tout à coup quelque chose comme un déclic, et dans la façon d'interpréter, il a vu que ça y est, à force de s'imprégner complètement du dialogue, il ne jouait plus le rôle, mais il était vraiment totalement le monologue, quoi. Le monologue est rentré en lui. Et ce qui a donné raison à Shepard, c'est vraiment le rythme des phrases et des mots qui donne sa force à la scène. Un petit truc sur Harry Dean Stanton, le pauvre, parce qu'il a pas eu d'autres grands rôles après ça, il me semble. Il en parle avec beaucoup d'affection à Wim Wenders, mais après avoir joué ce rôle donc de Marie, ce premier rôle de Marie avec une très très belle épouse, il faut quand même le dire, il était parti pour faire une carrière dans le même genre de rôle, quoi. Et Wenders le dit, mais vraiment avec beaucoup d'affection, hein. Mais en fait il a déjà quasiment 60 ans au moment de Paris, Texas, et évidemment il a jamais retrouvé ce genre de rôle, quoi. Il ne pouvait plus être un jeune premier à 60 ans, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'il a joué à Fool for Love, l'adaptation de la pièce, et c'est un film de Robert Altman. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces scènes du Peep Show, elles interviennent au terme d'une recherche constante de ce que j'appellerais le dialogue juste, à l'instar de l'image, dans Paris, Texas. Moi, j'ai eu l'impression que Travis, il était initialement montré comme un être de besoins primaires et de réponses pragmatiques. En fait, il y a un phénomène, je trouve, chez Wenders, c'est la volonté d'isoler Travis des autres par les mots. Il a perdu, on a l'impression dans le désert, le sens de la communication. Il ne semble plus en percevoir que l'essentiel.
Selon cette idée, il peine à répondre franchement à son frère, tandis qu'il apprécie que son épouse Anne lui parle avec une certaine douceur, mais surtout sans masque social. Dans les mots, mais aussi dans l'attitude, Wenders cherche, selon moi encore le vrai. L'évidence et le succès de cette quête, c'est la scène où Travis et Hunter arrivent à être en accord parfait à la sortie de l'école de l'enfant, dans l'imitation mutuelle des gestes de l'autre. Le geste, justement, je pense qu'il transcende le verbe. La segmentation entre Travis et les autres adultes est aussi visuelle. On voit par exemple un mur au milieu de l'écran qui sépare le protagoniste de Anne et Walt. Travis refuse aussi initialement de s'asseoir dans la voiture aux côtés de son frère et préfère s'asseoir sur la banquette arrière. En fait, je pense qu'il y a une cassure plus profonde là-dedans. Travis, c'est l'homme du passé, alors que Walt et Anne, ce sont les seuls à considérer le futur et la possible perte de la garde de Hunter. On peut même s'interroger sur le fait que Travis est un peu irresponsable en emmenant Hunter sur les routes. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque l'ensemble des personnages qui s'opposent au futur, tant Hunter appartient à l'enfance innocente et Jen est ancrée dans le passé complet. Travis est déconnecté oralement de l'âge de l'inquiétude, au point de sembler franchement irresponsable, comme je le disais. Il survit au présent, il s'épanouit dans le passé, pourtant son passé est un monde déjà hors de sa portée. Il peut voir Jen dans le peep show, mais il ne peut pas être vu, ou en tout cas pas au début. Néanmoins, les deux mondes réussissent une fois à se confondre lorsqu'au terme d'un dialogue, le visage de Harry Dean Stanton se confond à l'écran avec celui de Nastassja Kinski dans un plan particulièrement élaboré. Je pense que c'est un plan plein de sens en fait que donne Wenders et le chef opérateur Robbie Muller, qui, pour le running gag du podcast, était aussi désiré pour Hammett, mais qui n'avait pas pu répondre favorablement à son ami Wim Wenders, notamment parce que Robbie Muller n'est pas syndiqué aux États-Unis. Autre centre des obsessions de Wenders et qui correspond à sa propre personnalité, je pense, le tiraillement entre l'enfant et l'adulte. Je fais à nouveau des parallèles avec Alice dans les villes, mais les deux films se répondent parfaitement en fait dans le rôle de l'enfant, qui prend régulièrement l'ascendant sur l'adulte qui est à ses côtés. Et aussi dans la notion d'abandon qui est infligée aux plus jeunes, et aussi dans la réunion maternelle finale. Plus qu'avec tout autre personnage du film, Travis fusionne avec Hunter. Il partage des racines évoquées dans une scène où le père montre un album de famille au fils, un album photo, ou dans une séquence où il confie un cliché de photomaton de lui, Hunter et Jane. En fait, Travis, il est resté en but dans le désert. Il était déterminé à fuir un passé qui finalement, ça le mène nulle part. C'est même signifié dans un dialogue entre lui et Walt. Et son périple avec Hunter, il va être complètement différent. Là, il a un but. On est le 1er du mois, il a 5 jours pour arriver à Houston, pour retrouver Jane, qui va devoir faire un virement à la banque. Elle le fait tous les 5 du mois. Et Hunter va l'aider. On pourrait croire au début d'ailleurs qu'il va représenter un frein. Hunter, c'est un tout petit enfant, mais pas du tout. Il va l'aider dès le départ en lui donnant à manger, et puis après, c'est lui qui va prendre la responsabilité d'appeler ses parents adoptifs. Et c'est Hunter qui va faire la liste de tout ce qu'il devrait prendre avec eux, les vêtements, les brosses à dents, les fameux talkie-walkie dont je parlais tout à l'heure. Il y a une vraie inversion du rapport père-fils, en tout cas entre les deux à ce moment-là du film. Je pense que tu as raison, il y a le passé qui les unit, mais c'est l'aventure du présent qui va vraiment cimenter leur relation reconstruite. L'enfant, il est actif dans la quête. Il indique la voiture à suivre quand il cherche Jane. Il incite Travis à retourner à Houston, au moment où Travis hésite à se reperdre dans le désert, en fait. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sent que Hunter, il est très excité par cette quête, mais pas dans le but de retrouver sa mère, comme on pourrait le penser, mais presque plus pour faire plaisir à son père. En tout cas, à ce moment-là du film, ouais. Oui, il y a aussi une notion d'aventure qui tient plus à proprement parler à l'enfant, je pense, parce que plutôt que de considérer sa mère, la première chose que Hunter évoque quand Travis l'invite à se joindre à lui jusqu'à Houston, c'est la présence du centre spatial à Houston. Oui, tout à fait. En fait, le dialogue entre Travis et Hunter, il n'est pas échangé comme avec Walt. Il est davantage partagé comme d'une seule voix par moment. L'homme qui a fauté goûte un aperçu du présent qui aurait pu être le sien sans ces démons du passé. Par contre, ce présent, il est complètement illusoire et il est forcément éphémère selon la logique du film. Ce présent possible, Travis, il l'a souillé dans le passé. Et le film le place dans une installation mémorielle étrange. Il ne vit pas sa vie, il emprunte d'abord celle de Walt avant de goûter ensuite une relation avec Hunter qu'il ne pourra jamais pérenniser. Le rêve s'évanouit dans le peep show, la condition de Jen est glauque, il ne peut plus l'ignorer. Après, il y a une scène aussi où Hunter il va juger son père quand il se comporte mal. Déjà, dès le début, quand il refuse qu'il vienne chercher à l'école parce qu'il lui fait honte, il faut dire qu'il ne ressemble pas à grand-chose au début du film, Travis. Mais aussi à Houston, quand Travis il se met à boire,
Hunter, il l'abandonne carrément, avant lorsqu'il se retrouve de l'écouter comme ferait un adulte, en fait. Il y a encore une fois une relation inversée entre les deux. Paris, Texas segmente d'ailleurs le dialogue recomposé jusqu'alors. Comme Travis a émergé du désert, la dynamique commune avec Hunter et Jen s'éteint doucement. Pour l'épouse, la frontière du miroir s'entend et l'impossibilité de se voir en même temps est une limite stricte. Pour Hunter, la rupture est plus diffuse. Le silence progresse entre lui et son père. On se parle, puis on échange par talkie-walkie, avant que l'ultime message que laisse Travis à Hunter passe par un dictaphone. Travis, il appartient plus à cet univers. Il peut pas renouer avec son passé sans révéler le traumatisme, le verbaliser et le confesser. Sa parole est alors ininterrompue. Son monologue, c'est presque les ultimes paroles d'un condamné selon moi. De sa mémoire émergent les derniers rebonds de ses amours, de ses défauts, de sa violence et de sa nature sauvage. Wenders y brise l'image du cow-boy. C'est là qu'on retrouve peut-être sa quête de l'image américaine aussi. Il répond à l'Ouest américain du début par une notion de souffrance. Wenders filme le réel qu'il espère par les personnages autant que par les décors. C'est vrai que Redin Stanton, il a vraiment la figure du cow-boy fatigué. Dans ce sens-là, vraiment, j'aurais eu du mal à imaginer Sam Shepard dans ce rôle-là. En tout cas, le film aurait été très différent. Deuxième mouvement de notre analyse que nous vous proposons sur Paris, Texas, c'est justement cette représentation de l'Amérique qu'on a commencé à esquisser. Comme je le disais, Wim Wenders en interview, il fait une grande différence entre film américain et film sur l'Amérique, ce qu'il accomplit ici. En réalité, il habite alors depuis 5 ans aux États-Unis, comme on l'a mentionné, au moment où il tourne Paris, Texas, et il cherche une représentation juste de l'Amérique, selon son regard, qui répondrait presque à l'influence américaine perçue dans ses films allemands de début de carrière, ceux qu'on a évoqués sur le site. En fait, quand il était jeune, Wim Wenders, il idéalisait l'Amérique, et c'est son premier voyage là-bas qui va lui ouvrir les yeux sur la vérité du pays qu'il ne connaissait qu'au travers des films. Il dit en interview « La vérité de mon enfance m'a paru vide et pourrie ». Oui, et d'ailleurs, pour parler de son fantasme américain, c'est l'Amérique de son enfance. Pour lui, les premiers contacts qu'il a eu avec l'Amérique, c'était celle des soldats en uniforme, puisqu'à l'époque, il y a encore une occupation. Je sais pas si on dit une occupation, mais en tout cas, il y a encore une présence américaine sur place. Mais pour lui, c'est plutôt associé. Les soldats en uniforme, c'est plutôt associé à un spectacle. Et puis il a des amis qui ont des jouets qui viennent des États-Unis, et puis il y a les chewing-gums, il y a le chocolat, etc. Tous les trucs qu'on trouve plus à cette époque-là en Europe. Et ensuite viennent la musique et la littérature. C'est plus tard, tu en as parlé tout à l'heure, qu'il découvre le cinéma. Et c'est intéressant que ce fantasme américain, il vienne de ses souvenirs d'enfance. Et d'ailleurs que la déception de Wenders vis-à-vis de ce qu'il avait comme fantasme de l'Amérique se traduisent entre autres dans des films avec des enfants. On se rappelle que dans Alice dans les villes, ça commence par des gens qui essayent de partir des États-Unis parce qu'ils peuvent plus y vivre. Oui. Et donc en fait cette déception, elle vient avant le tournage de Hammett, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et donc c'est un long trajet en fait qu'il fait. Pour en fait rejoindre le fantasme qu'il a eu des États-Unis et la vérité de ce qu'il a trouvé en vivant aux États-Unis et en travaillant aux États-Unis. Il dit que dans Paris, Texas, c'est la première fois où il s'est vraiment posé la question qu'est-ce que c'est pour moi l'Amérique, et pas juste qu'est-ce que c'est le fantasme que j'ai de l'Amérique. Et c'est aussi peut-être pour ça que le film a cette touche hyper mélancolique particulière, quoi. Je pense que cette réponse, il la trouve justement dans le film, comme tu dis, en acceptant de ne plus se plier à l'Amérique comme il a pu le faire par le passé, mais en acceptant plutôt de la regarder, et ça change tout pour lui. Il aurait été impossible d'élaborer le film dans un cadre de production américain, selon Wim Wenders. Il n'aurait probablement même pas été financé. Par contre, en devenant un film européen sur l'Amérique, les possibles sont démultipliés. L'Amérique, c'est plus un cadre, c'est un sujet. Wenders dit que l'esthétique est américaine, mais entrevue avec l'esprit d'un romantique allemand, c'est comme ça qu'il se qualifie, et d'une équipe européenne qui tourne d'ailleurs sous visa de touriste. Il fait aussi sa propre révolution d'approche esthétique dans le film pour capturer cette essence d'une terre. D'ordinaire, sur leur précédent film, Wenders et Robbie Muller, son chef opérateur, élaboraient des petits storyboards pour les tournages du lendemain. Ici, ils refusent complètement cette approche. Ils comprennent tous les deux qu'il serait problématique de projeter une image des décors avant d'être sur les lieux. Ici aussi, on comprend l'esprit de liberté qui entoure Paris, Texas, dans sa conception. Le paysage et la lumière du moment dictent, le jour même, le travail à accomplir.
Aux premières images du film, on peut même penser que Wenders dénonce une certaine idée esthétique de l'Amérique, avec plus de subtilité que dans Alice dans les villes, très certainement. Le début de Paris, Texas a une vraie influence fordienne, et Ford, c'est vraiment le mentor cinématographique de Wim Wenders avec Yasujiro Ozu. On le voit dans les décors du désert, donc de Paris, Texas, mais aussi sur un panneau, cette influence fordienne, dans un bar, qui parle de la poussière qui s'est abattue sur les terres et qui rappelle un peu les raisins de la colère et ces gens qui fuient justement la poussière qui s'est abattue sur leur récolte. Il y a même un plan très iconique qui vole à la prisonnière du désert, le fameux plan de la porte avec John Wayne qui avec le décor du désert au loin. On retrouve exactement le même décor avec Walt qui est dans l'hôtel et avec le désert qui est derrière. Vraiment, le clin d'œil est évident. Ouais, je pense qu'il a une vraie obsession avec la prisonnière du désert parce que c'était notamment central l'échange du livre La prisonnière du désert entre les personnages de l'état des choses. C'était un axe du film et on retrouvait aussi La prisonnière du désert de John Ford sur la devanture du cinéma. Bon, il y a pire comme référence. Ah oui, il y a pire. En tout cas, c'est par les westerns et la comédie qu'il a fait connaissance avec le cinéma américain. En tout cas, on va voir très rapidement que, selon Wenders, l'image peut mentir dans son film. Dans un plan, on aperçoit Walt devant un immeuble, et le contre-champ suivant, on comprend que ce qu'on pensait être un arrière-plan d'immeuble est en fait un panneau d'illustration publicitaire. Paris, Texas, selon moi, installe l'idée que l'image usuelle ment. C'est une obsession, ça, chez Wenders. Tout n'est qu'un artifice. Wenders va aussi rappeler la blessure qu'il a subie au moment du tournage de La Lettre écarlate en donnant une origine espagnole à la mère de Travis et de Walt, le film de sa crise de la représentation. On voit bien l'Amérique typique des suburbs, mais Travis les quitte, justement. Le film s'en défait. Paris, Texas renie encore plus l'escamotage de la réalité dans les scènes du peep show, où le décor est une caricature irréelle. Je le disais avec son court-métrage Silver City Revisited, Wenders est passionné par la représentation des villes, en fait. Son Amérique, c'est celle des rues crades, des stations-service aux lumières artificielles, des routes interminables et des bars glauques. Pas dans l'Americana qu'on peut voir au début du film. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est clairement assumé par Wenders, c'est ce choix en tout cas de montrer, d'avoir un choix de la représentation. Parce que selon lui, un appareil photo, une caméra, ça enregistre une vérité mais dans les deux sens. C'est-à-dire que chaque caméra ne montre pas seulement son objet, mais dévoile aussi le regard du photographe ou du cinéaste. En tout cas, chaque plan, selon lui, n'est pas neutre, et c'est une décision qu'il prend en fonction de ce qu'il veut montrer et de ce qu'il veut que le spectateur voit. Un livre de photos ne montre pas seulement un lieu, mais permet de le lire dans le cœur du photographe. De même, un film n'étale pas, ça c'est une jolie phrase qu'il a, un film n'étale pas seulement des plans, mais révèle aussi le plan de celui qui est derrière la caméra. Pour un réalisateur, je trouve qu'il dit improviser beaucoup et chercher l'émotion brute du moment. Il y a une vraie intellectualisation, si je peux exprimer ainsi, de la fabrication de chacun de ces plans. Paris, Texas éprouve néanmoins le désir de donner une dignité, je pense, au personnage de Travis, avant même que la lumière soit faite sur son passé. Dignité, c'est le mot qui est employé dans le film par l'employé de maison de Walt qui va l'aider à se vêtir. Ouais, moi je suis pas hyper d'accord avec ce mot, je dirais plutôt le mot respect. Et c'est d'ailleurs un mot qu'il utilise tout le temps en interview à Wenders quand il parle de ses personnages. En tout cas, Wenders l'incarne, il lui donne un corps, il le vêtit, il le chausse selon ses souhaits. Il lui offre aussi, à Travis, avec une certaine empathie, une image de père, même si elle est reniée dans la toute fin du film. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il renie l'image du père, c'est l'inverse pour moi. C'est juste que c'est pas une image classique. Mais d'ailleurs, dans l'enregistrement que Travis donne à son fils, il dit « Je suis revenu en espérant te prouver que j'étais ton père et tu m'as montré que je l'étais. » Sauf que oui, la meilleure façon d'être un père pour lui, c'est de céder la place à Jane, donc à la mère. Et tu parlais de dignité, toi de respect, Cédric, et Wenders dit que la question qui se pose de film en film, c'est comment on doit vivre. Et pour moi, cette phrase, je suis revenu en espérant te prouver que j'étais ton père, tu m'as montré que je l'étais, et donc maintenant il faut se retirer pour permettre à Hunter de grandir, c'est la réponse, dans ce film-là en tout cas, de comment est-ce qu'il faut vivre. Parce que Wenders dit que chaque film donne une réponse différente, et qu'il n'y aura jamais de réponse absolue, d'ailleurs. Peut-être une réponse sous-jacente qu'on peut trouver dans Paris, Texas à cette question, c'est un autre mode de vie, c'est celui auquel est confronté Travis à travers la vision de la famille aimante que représentent Anne et Walt pour Hunter. Mais comme pour l'Amérique, Paris, Texas se défait de cette représentation plus profonde et humaine. Travis ne pourra jamais être un modèle, son passé l'en empêche.
Comme les paysages, il peut se déguiser, mettre le costume du père dans une scène d'habillage, mais à terme, le film fait tomber le voile de cette fausse représentation. Le passé empêche de s'y épanouir. Il appartient à un autre temps, et le film le lie davantage à son propre père, dont il partage le nom d'ailleurs, et s'installe l'idée d'une emprise toxique dans les évocations de son enfance. Travis appartient à cette ère mourante des anciens pères autoritaires, même si c'est malgré lui. Je me souviens plus s'il y a des allusions qui sont faites au fait qu'il a été un père autoritaire. Il a été un mari autoritaire, mais un père autoritaire, je sais pas. En fait, c'est surtout qu'il y a cette histoire de Paris, Texas, qui est la blague que son père raconte, où il dit qu'il a rencontré sa femme à Paris, Texas, et en fait il dit toujours qu'il y a une pause. Il met une pause entre Paris et Texas parce que les gens évidemment imaginent que donc elle est française, que la mère de Travis est française, donc que c'est une femme très sophistiquée et tout. Et il en parle ça à son fils, le fait que sa mère a jamais voulu être sophistiquée, et on sent que dans la blague du père il y a quelque chose de pas drôle en fait, parce que c'est très humiliant pour la femme qu'elle soit. En fait c'est comme s'il disait vous avez imaginé que ce serait une femme sophistiquée, mais c'est une bouseuse du Texas, quoi, en gros. Mm-hmm. Et je pense que c'est là-dessus que c'est ce que tu voulais dire en parlant des pères autoritaires, non ? Absolument. Mais c'est vrai que du coup, ça tient plutôt à la relation de mari à épouse que de père à fils, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et c'est d'autant plus ironique de la part de Wenders d'avoir choisi une femme française pour le frère de Travis, justement. Et une femme sophistiquée, en plus, pour le coup. Je voulais revenir justement sur cette carte postale que Travis trimballe de Paris, Texas, ou cette photographie en tout cas, d'un terrain qu'il aurait acheté. Qu'il a acheté même, c'est avéré, mais sur lequel il projette un futur qu'il pourra jamais accomplir. En fait, c'est un espace vide et impossible à reconnaître, et j'ai l'impression que l'ensemble de Paris, Texas emprunte cette esthétique. Y a pas de, tu l'as dit plutôt Cédric, il n'y a pas de monument dans le métrage. Los Angeles est complètement indissociable de Houston, la représentation des villes est quasiment la même. On se rappelle ici ce que disait le héros de Alice dans les villes sur l'Amérique, tout finit par se confondre. Rien ne distingue non plus les villes qui ont poussé au milieu du désert des purs espaces anonymes vers lesquels Travis retourne au moment de prendre le volant de l'automobile. En fait, cette représentation des villes indistinctes les unes des autres, c'est exactement ce qu'il reproche et ce qui a provoqué sa déception. C'est qu'il disait qu'en fait, New York, ça avait été un rêve et que c'était pas New York qui l'avait déçu, mais c'est que dès qu'on s'éloignait de New York, tout était absolument identique et qu'il n'y avait pas d'identité d'une ville à l'autre. Donc en fait, dans Alice dans les villes et dans Paris, Texas, il met en scène exactement ce qu'il a déstabilisé et dégoûté en fait des États-Unis, quoi. Ouais, sauf que cette fois, j'ai l'impression qu'il semble épouser un peu plus ces décors-là et s'y épanouir un peu plus. Oui, parce qu'il a trouvé quelque chose de très beau, ouais. En tout cas, Travis c'est le seul à projeter une idée d'un potentiel sur les terres arides de la photographie qu'il trimballe. Les autres ne voient pas son idéal. En fait, lui, il voit le potentiel, là où les autres ne voient que le concret. Pour Travis, et comme pour Wenders, je pense que l'Amérique, c'est une idée plutôt qu'un territoire. Les autres ne voient pas son American Dream humble. Après la déconvenue d'Hamet, on revient souvent à Hamet, mais c'est vrai que c'est le film suivant, hein. Wim Wenders recompose son propre regard à travers son personnage, au moins sur ce plan-là. Wenders adore se projeter dans ses personnages, en fait. Dans la plupart des films que j'ai analysés pour le site, il le fait quasiment à chaque fois. La trilogie de la route et l'état des choses, c'est les exemples les plus clairs de ça. Paris, Texas, c'est presque son rêve américain à lui, un lieu sans trucage, ou qui s'en détourne en tout cas. C'est une réalité inaltérée, un espace désert de projection. En fait, je me disais que dans Paris, Texas, le trajet de Travis vis-à-vis de Jane, c'est le trajet que Wenders fait par rapport à l'Amérique. Comme si Jane, c'était une représentation de l'Amérique telle que Wenders l'avait imaginé. Et c'est ce qu'on retrouve dans la phrase du père quand il parle de Paris, Texas. C'est, vous avez imaginé que ça serait un truc hyper glamour, et en fait, c'est une ville où il y a rien, quoi. C'est un truc désert. Mais en même temps, Nastassja Kinski, elle est pas décevante. Non, elle est pas du tout décevante, mais leur histoire d'amour ne peut pas avoir lieu, si tu veux. Ou elle est décevante du point de vue de Travis pour ce qu'elle est devenue, parce que, en tout cas, ça le choque d'apprendre qu'elle est devenue stripteaseuse.
en fait, c'est pas une femme sophistiquée. En fait, ça l'est, parce que Natasha Kinski, elle est d'une beauté époustouflante, mais Ah oui. dans l'histoire, elle a été obligée de faire ce métier-là parce que cette histoire d'amour a mal tourné, en fait. En tout cas, la réalité des territoires déserts, c'est la réalité que Travis va montrer à Hunter. En tout cas, pas forcément les territoires déserts, mais cette réalité d'une Amérique qui est un peu défaite de ses apparats. Mm-hmm. En quittant le logis confortable, il l'emmène dans un arrière-pays presque défait du modernisme. Walt, c'est un homme moderne, modèle, idéalisé, presque un père de sitcom. Plus en avant, Walt, le frère de Travis, donc confectionne des panneaux publicitaires. Il modifie la perception des gens de la réalité et de l'espace du décor. Travis, quant à lui, est plus ancré dans la réalité, dans des considérations primaires. Plutôt que de mettre de nouvelles bottes, il prend celles usées de son frère. Il porte bien un temps ses habits, mais il finit aussi par les quitter. Avec Hunter, c'est différent parce qu'il est, c'est un homme de la vieille école. Il refuse de prendre l'avion. D'ailleurs, Hunter va se moquer de lui à ce moment-là. Je sais pas d'ailleurs si à ce moment-là du film Hunter le fait réellement ou juste par jeu, par envie de se moquer de son père, en proclamant une passion pour les avions. Et Travis est dans une scène assez touchante. Alors il va commencer à observer de loin l'aéroport pour essayer de se rapprocher de l'intérêt de son fils. Donc il va regarder les avions qui passent, alors qu'on aurait très bien pu imaginer qu'il n'en avait rien à faire avant la réflexion de Hunter. C'est une tentative assez maladroite mais touchante de sa part d'essayer de se rapprocher de lui. Il y a quand même une chose intéressante dans cette scène où il observe l'aéroport, c'est qu'il n'observe pas directement les avions, il observe leur ombre projetée sur le tarmac. Donc là, on peut peut-être y voir aussi une façon de raccrocher la quête du film, c'est cette quête de représentation exacte. Est-ce que finalement Travis ne voit pas juste l'ombre des choses ? En tout cas, un fil rouge dans la filmographie de Wenders, c'est l'attrait pour la marginalité. Il affectionne tout particulièrement les personnages et les espaces qui sont délaissés par la modernité. Toute sa première partie de carrière, qu'on a évoquée sur le site, est habitée par ça. L'émergence de Travis au début du film, revenu du désert, semble ressusciter une autre Amérique souvent camouflée. Une Amérique plus précaire, moins accomplie, qui papillonne de job en job et qui habite dans des mobil-homes, comme l'évoque Travis dans la scène du Peep Show. Emmener Travis avec lui sur la route, c'est aussi faire expérimenter au fils le parcours du père de sang contre le père de cœur qui est devenu Walt. Hunter quitte une bulle artificielle. La chambre de Travis est un temple du spectacle, avec d'innombrables évocations de Star Wars, notamment sur les draps de son lit. Sur les draps, et puis même dans le dialogue, parce qu'à un moment donné, il cite le début de Star Wars en disant « dans une galaxie lointaine ». Et visuellement, dans les décors de la maison d'Anne et Walt, à l'inverse de là d'où on vient, c'est-à-dire le désert, et là on retournera, les pièces sont saturées d'objets, c'est saturé de motifs, les robes, les chemises, etc., de couleurs, de sons de la circulation, ou même des avions dans le ciel. Et il y a quasiment pas de musique, à l'exception du moment où il y a le film en Super 8 qui est projeté, et où il y a le morceau de Ray Cooder qui revient. Et on réentend de la musique, au moment où Hunter autorise entre guillemets son père à le rejoindre en traversant la route. Après cette scène justement dont tu parlais d'imitation, où il y en a un qui est sur un trottoir et l'autre qui est sur le trottoir d'en face, et ils retournent à l'école ensemble mais pas ensemble, et à un moment donné Hunter s'arrête et il attend que son père traverse la route pour le rejoindre, et la musique arrive à ce moment-là, comme si c'était une manifestation des liens entre les personnages. Et cette scène, elle est très belle d'ailleurs parce que c'est le début de la réunion familiale, et c'est le début du moment où Travis est replacé à sa place de père par son fils. Oui, et cette adéquation du coup trouvée entre Travis et le fils va aussi se manifester dans la façon dont Travis sort son fils du rêve. Il le propulse dans un monde réel où le seul grand élan graphique, c'est, je pense que vous vous rappelez de ce plan, c'est les tags sur le mur du Peep Show. Qui confronte des Amérindiens et la Statue de la Liberté. C'est deux idées originelles de l'Amérique, mais c'est deux évocations lointaines. L'Amérique, ça devient un peu une fresque défraîchie en quelque sorte. Alors, juste sur cette vision de l'Amérique, je me suis arrêtée sur un moment du film dont j'ai pas forcément d'interprétation hyper poussée, mais qui m'a interrogée quand même. C'est, il y a une scène qui est très étrange. Vous voyez de laquelle je parlais, c'est celle où il y a l'homme qui crie sur un pont. C'est un acteur qui est venu juste pour cette scène, que Wenders voulait absolument avoir dans son film, et donc qui a dû pareil apprendre une très très longue scène de monologue par cœur très rapidement, et donc qui est en partie improvisée.
Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, je pense, cette scène, c'est parce que c'est le pivot structurel du film. Elle se trouve exactement au centre du film, en fait. Et avant ça, on était dans le début du film où il y a cette reconstruction de Travis qui donc sort du désert, retrouve la civilisation, retrouve son fils, sa famille, etc. Et la scène suivante, c'est celle où Travis annonce à son frère Walt qu'il va partir chercher Jane. Et ensuite, on passe à la deuxième partie du film, donc le deuxième voyage. Et le fait que cette scène soit au centre du film et que cet homme soit en train de crier au-dessus d'une autoroute à des voitures qui ne peuvent clairement pas l'entendre, ça m'évoque la figure de Cassandre, et ce qu'il raconte, c'est que c'est un peu une vision apocalyptique, en fait. Il parle de destruction, il dit je vous aurais prévenu, etc. On comprend pas tout à fait, il faudrait en fait que je relise le scénario clairement pour voir ce qu'il dit, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est dit là sur l'Amérique et l'esprit américain que j'ai pas tout à fait approfondi suffisamment, mais qui est important, je pense, et particulièrement parce que c'est au milieu du film. Moi, je l'avais pas du tout interprété comme ça, mais je pense que c'est toi qui as raison. Mais au moment du film, moi, j'avais vraiment pensé que c'était un moment où Wenders montre la folie de la vie dans la ville et que Travis n'aspire qu'à une chose, c'est à la quitter justement et à retourner au calme de son désert. Ils vont entraîner Hunter avec lui. Mais c'est probablement toi qui as raison. Mais on peut se demander en tout cas si c'est pas une façon de dénoncer la vie de Los Angeles et justement dans cette représentation factice qu'épouse Paris, Texas, et si cet homme est pas un peu comme Wenders en quelque sorte en train d'alarmer les gens sur la vraie nature des choses et il est pas entendu, sauf que bien sûr à l'écran le personnage est complètement fou. C'est le vieil homme qui crie au nuage, arrête de faire tomber de la pluie, quoi. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, le crash entre l'Amérique rurale et l'Amérique en plein essor économique, Wenders, il va le refaire plus tard. Je pense notamment à un film comme Land of Plenty. Et c'est au cœur de sa réflexion. L'Amérique en plein essor, comme je disais, et l'Amérique rurale, elles ne sont pas antagonistes. Mais ce sont deux images qui ne cohabitent pas naturellement dans l'espace du film, dans l'espace de Paris, Texas. Donc, ça donne un ton un peu décalé au film. C'est ça qui déstabilise, je pense, quand on regarde Paris, Texas. Travis a voulu se conformer à l'image du couple modèle, mais ni lui ni sa femme ne l'ont supporté. L'idéal affectif est la seule chose qui unit réellement ces deux peuples distincts d'un même territoire, l'Ouest américain. Oui, ça c'est très conscient chez Wenders, parce que quand il est dans les interviews, quand il parle de la famille que forment Travis, Jane et Hunter, il parle vraiment d'une représentation qu'il a voulu d'une famille américaine archétypale. Il utilise le terme archétypal. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Paris, Texas fait un double portrait de femmes du récit qui, elles, sont assez liées l'une à l'autre à travers l'empathie et l'amour qu'elles peuvent manifester pour l'enfant. C'est des êtres qui sont vraiment uniquement animés par la chaleur. Même si Jane a délaissé son enfant, c'est parce que elle ne pouvait plus accepter son rôle, mais quand elle le retrouve, il y a cette étreinte complètement folle. L'inquiétude de la femme de Walt, elle est autant une preuve d'affection que l'étreinte de John justement à la fin du film. Elles détiennent une vérité que les hommes unis par la route dans l'entame du film ne conçoivent pas vraiment. Les profils psychologiques de Walt et Travis sont différents, mais ils sont tous les deux des pragmatiques. Ouais, moi je trouve que t'es pas très juste là sur la vision des pères, parce que, et même sur la vision des deux mères, parce que en fait c'est pas exprimé de la même manière, mais j'ai l'impression dans le film en tout cas que les efforts de chaque personnage sont tournés vers le bien de Hunter, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. En fait j'ai l'impression que c'est le rôle principal de chacun, c'est d'être le père ou la mère. C'est pas tout à fait juste parce que Hunter quand même, Travis il abandonne en fait sa place d'époux pour laisser la place, pour prendre la place de père et ensuite laisser la place à la mère. Et en tout cas sur le couple Jane et Travis, je sais pas vous, mais on a le sentiment que ni l'un ni l'autre ne connaîtront plus jamais l'amour qu'ils ont connu l'un pour l'autre. Et en regardant le film, je trouve qu'on ressent cette rupture amoureuse de manière aussi douloureuse que les personnages. En tout cas, c'est ce que Kinski, quand elle parle de son rôle, c'est la manière dont elle l'a interprété. Elle l'a interprété d'une manière qui doit manifester que cette femme ne connaîtra plus ni l'amour ni presque aucun autre sentiment, quoi. D'ailleurs, quand elle entend les voix de ses clients, c'est des voix qui sont trafiquées par le microphone à travers le miroir sans teint, elle espère toujours reconnaître la voix de Travis.
quand elle finit par la reconnaître, elle a peine à y croire parce qu'elle elle n'attendait que ça. Ouais, d'ailleurs, on comprend pas comment elle peut ne pas reconnaître sa voix. Et on comprend après quand elle dit tous les hommes ont ta voix. Ouais. D'une manière symbolique, je pense que Wim Wenders la place en cellule, en fait, que ce soit physiquement dans la cabine du Peep Show ou dans une espèce de prison mentale qui ressasse le passé, quoi. Je pense que vraiment l'enfermement du personnage, on ne la voit que à la fin libérée finalement. L'enfermement du personnage traduit vraiment cette volonté à mon sens. Alors si on s'attarde un peu sur la scène du Peep Show, Travis relate lui un passé factuel, un récit d'événements, tandis que Jen, dans le dialogue confectionné par Sam Shepard, lui oppose une expression beaucoup plus désordonnée, voire purement sentimentale de la réalité. On peut néanmoins s'interroger, c'est là que on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, Charlotte, sur la morale étrange du film, et sur est-ce que Travis agit vraiment pour le bien de l'enfant. Parce qu'à l'évidence, extirper Hunter d'un cocon bienveillant est une violence en soi, finalement, qui est adressée à l'enfant. C'est une façon aussi de ne penser qu'à lui ou à réparer ses torts. Mais Wenders, je pense que c'est plus profond que ça, en fait. Et je pense que finalement, c'est toi qui as raison, Charlotte. Je pense qu'il veut déconstruire la famille modèle pour reconstruire les rapports dysfonctionnels et peut-être pour les réparer, justement. Il donne les clés du futur à la femme éprouvée, au-delà des apparences. Et je crois que Paris, Texas veut croire à une espèce de noblesse des sentiments parentaux qui serait presque innée d'effet des considérations sociales. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne sur ce qui a trait à la mise en scène et au cinéma dans le film. Donc, en fait, c'est en revoyant le film que ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'il y a des scènes de mise en scène dans le film. Travis, il y a cette scène dont tu as parlé tout à l'heure où il y a la femme de ménage de la maison de Walt et Anne qui l'aide à s'habiller et à avoir l'air d'un père idéal. Et donc on le voit mettre un chapeau, mettre des vêtements qui lui donnent l'air, et parce qu'elle lui demande vous voulez être un père pauvre ou un père riche, et donc il lui dit un père riche, et donc elle le fait s'habiller comme il faut, elle lui dit de lever la tête, il a l'air fier, etc. Je crois d'ailleurs dans le film qu'ils utilisent le terme digne, si je me trompe pas, il faut que vous ayez l'air digne. Donc littéralement c'est une scène de mise en scène, quoi. Et puis Jane, tu parlais du fait qu'elle était emprisonnée. Elle est dans cette espèce de cabine comme à travers un écran où elle est figée, en fait. Elle est toujours la même, c'est toujours les mêmes scènes qui sont répétées, etc. Et puis il y a des plans où les personnages se reflètent les uns les autres. Donc il y a évidemment cette scène qu'on a évoquée un peu plus haut où Travis rentre de l'école, raccompagne Hunter de l'école, et où il est d'un côté du trottoir et Hunter est de l'autre côté, et Travis fait des bêtises entre guillemets, un peu à la Buster Keaton, et Hunter va l'imiter dans une scène de comédie visuelle. Et il y a ce plan où Travis se confond avec le visage de Jane, où les cheveux de Jane se posent sur le visage de Travis. Il y a effectivement tous ces plans de miroir, donc Travis qui se regarde dans le miroir et qui décide de repartir au tout début, parce qu'il fait tourner son frère en bourrique à plusieurs reprises. Dans la voiture, il s'installe à l'arrière et donc Walt doit le regarder dans le rétroviseur, ce qui est une préfiguration de la scène finale où il va tourner le dos pour parler à Jane. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on y pense de cette scène-là, puisque si tu dis que c'est une scène qui préfigure ce qui va se passer à la fin, au moment où elle est tournée, Wim Wenders n'a aucune idée qu'il va tourner. Oui, complètement. Je pense qu'il y a une intuition, quoi, de ce que Wenders veut raconter. Et puis, je sais pas vous si ça vous a fait cet effet-là, mais je trouve que le dialogue entre Natasha Kinski Jane et Travis, où elle est face caméra et elle répond à des questions, on dirait vraiment une vidéo de casting. Ça vous a pas fait cet effet-là? Exactement, oui. Donc voilà, il y a toute une mise en scène de la mise en scène dans le film. La scène du Peep Show, je trouve que Wenders joue avec l'illusion qu'on peut connaître nous, spectateurs dans une salle de cinéma. Pour moi, c'est une mise en abîme du spectateur qui voit d'abord la version sublimée de Jane, celle de l'écran qu'on voit sur grand écran. Et ensuite, il va retourner la caméra pour que le spectateur voit l'envers du décor, pour comprendre la fragilité du personnage de Jane, qui en fait est dans un décor de pacotille complet, quoi. Elle est sublime qu'en apparence, elle est cassée à l'intérieur.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un changement entre la première scène de Peep Show et la deuxième, où elle est dans la première où elle est avec ce pull rose hyper flashy. Il y a un moment où elle se retourne vers la caméra, c'est la première fois où on la voit de face et elle est magnifique. Et la deuxième scène où elle est en noir, elle est démaquillée, elle est beaucoup plus sobre. Et effectivement, il y a comme une cassure qu'on a compris. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau dans la mise en scène, c'est que dans la première rencontre entre le mari et la femme, c'est au moment où Travis se fâche, il commence à se fâcher, que la caméra change d'endroit et on rentre dans la cabine pour être avec elle. Ouais, très juste. Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ces personnages qui sont souvent confrontés à leur propre reflet ou à des miroirs, je me demande si c'est pas aussi là une façon pour Wenders de signifier que ces personnages sont finalement face à eux-mêmes dans son film. Il y a cette notion, je l'ai dit plus tôt, vous l'avez dit avec moi, de tissu qui se recompose, de famille qui se recompose. Malgré tout, je trouve que sur Paris, Texas, il y a un grand sentiment de solitude qui plane. Oui. Assez régulièrement, et ça c'est aussi propre au cinéma de Wenders, je pense. Oui, complètement. Et puis donc oui, donc il y a cette omniprésence des écrans. T'as évoqué la télévision tout à l'heure. Il y a beaucoup de filtres, de vitres, de miroirs, et effectivement, à la fin du film, en fait, Travis ne peut plus jamais regarder Jane directement. Il y a toujours un écran qui les sépare, que ce soit le film de souvenirs en Super 8, que ce soit la vitre de la cabine du Peep Show, que ce soit la voiture, où il la voit même pas en fait, hein, ou que ce soit la fenêtre de l'hôtel. Et d'ailleurs, cette scène finale à travers la fenêtre de l'hôtel, c'est probablement impossible en fait qu'ils voient Hunter et Jane se retrouver. Et c'est sans doute c'est quelque chose qui se passe dans sa propre tête à lui, en fait. C'est sans doute on est retourné dans le fantasme, peut-être dans le fantasme de ce qu'il espère qu'il est en train de se passer, et que son choix est le bon choix en réalité, le choix de se retirer. Et ça manifeste le fait que le mari et l'épouse ne peuvent se voir mais jamais ensemble. C'est une façon par la mise en scène de montrer que c'est fini en fait, que ils sont séparés même dans l'image quoi. Et la seule façon de se parler, c'est seulement si un des deux ne regarde pas, et c'est dans une histoire d'amour et on se regarde quoi, et quand on peut plus se regarder, ça veut dire que c'est terminé. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle idée de mise en scène qui exprime la distance qui est devenue infranchissable entre eux. Et c'est très beau que Travis se retourne pour parler, et que elle-même, encore une fois dans un mouvement de miroir, elle fasse la même chose quand c'est à son tour de parler. Et d'ailleurs au moment du tournage, c'est un véritable miroir sans teint qui a été utilisé à cause des effets de lumière que ça permettait. Et donc les acteurs ont joué dans les mêmes conditions que leurs personnages. Ça a créé des situations de tournage très complexes, parce que pour réussir à employer ce miroir sans teint qui a été voulu par Robbie Muller, après des essais infructueux avec une vraie glace, ils ont été obligés de suréclairer énormément la cabine dans laquelle est Nastassja Kinski, et du coup elle tournait vraiment dans des conditions de chaleur particulièrement éprouvantes. Ouais. Surtout avec son gros pull rose. Ça va être sympa. Avec son gros pull rose. En fait, ce que raconte Wim Wenders, c'est qu'elle était relativement impassible, mais que l'équipe technique, et notamment Robbie Muller, au moment de rentrer dans la cabine, devait prendre une grande respiration pour supporter la chaleur qu'il y avait à l'intérieur. Je suis juste pour rebondir sur le miroir sans teint, ça rappelle beaucoup les conversations qu'on peut avoir qu'on peut voir dans les films, quand il y a des scènes de parloirs de prison, voire même encore plus, je trouve, dans les confessionnals Oui. à l'église, où en fait les deux personnages ne se voient pas, mais vont quand même livrer leur vérité, en tout cas une vérité. Il y a cette scène où Hunter est donc à l'arrière du pick-up en train de parler au talkie-walkie, et il parle du paradoxe des jumeaux, où vous vous souvenez où il dit que si on envoie quelqu'un dans l'espace et que son frère jumeau reste sur la Terre, le frère jumeau sera devenu un vieillard, tandis que celui qui sera parti dans l'espace sera resté un bébé quoi en gros. Et dans le plan suivant, on voit des néons de pattes de chevaux qui galopent.
Et alors, mon frère, lui, a fait le lien entre le fait que l'un des mots qui est prononcé, un des derniers mots qui est prononcé, c'est light speed, donc vitesse lumière, et que dans le plan suivant, on voit les pattes qui galopent, donc le mouvement des pattes. Moi, ça m'évoque les travaux de Muybridge et de Étienne Jules Marais, pardon, sur la décomposition de l'image. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à propos du temps dans ce moment-là de l'histoire. Tu parlais en plus du côté mélancolique, et donc il y a quelque chose du temps qui passe dans le film. Je pense qu'il y a quelque chose là autour de cette image-là qui évoque ça. Et puis pour terminer sur la question des regards, il y a quand même l'ouverture du film qui est déjà une introduction à ce que aux intentions de Wenders dans ses premiers plans sur le Big Bend, donc ces espèces de concrétions hyper connues qu'on a vu dans plein de films, dans plein de westerns. Donc c'est des plans en plongée, et puis on voit un aigle qui se pose sur un sommet. Et donc on comprend que ces plans en plongée, c'était le point de vue de l'oiseau. Et dans le plan suivant, on voit un plan très large sur un homme qui marche, c'est Travis. On voit qu'il va boire, mais il a une espèce de sursaut parce qu'il se rend compte que quelque chose l'observe, et là il voit l'aigle. Et donc on commence par un personnage qui comprend qu'il est regardé, et ça l'arrête d'ailleurs dans son mouvement. Et c'est peut-être intéressant de préciser que c'est exactement la manière dont Les Ailes du désir vont commencer, donc son film suivant. Je mets entre parenthèses le documentaire Tokyo Ga, je crois que ça s'appelle, Oui, qui a été tourné en même temps que Paris, Texas d'ailleurs. Oui, d'ailleurs c'est assez atypique comme dispositif Tokyo Ga, parce que c'est pas vraiment un film au sens conventionnel dont on pourrait l'entendre. C'est vraiment Wenders qui part au Japon sur les traces de Ozu avec un simple caméscope. C'est vraiment un processus minimaliste au possible. Oui, dans Les Ailes du désir, il commence exactement de la même manière, puisqu'on a cette plongée sur la ville. On voit que des enfants qui perçoivent la présence supérieure des anges lèvent la tête, et on voit cet ange qui les regarde depuis le ciel, perché sur l'église du souvenir. Vous savez, c'est cette église qui est cassée là au milieu de Berlin. Ouais. Je pense qu'il y a une note d'intention là dans ces quelques premiers plans là du début du film. Et d'ailleurs, il parle de cycle Wenders sur sa mise en scène, puisque à ce premier plan très large sur Travis, on répond le plan final qui est un gros plan sur le visage de Travis. Comme si, au cours du film, on avait fait un trajet intérieur jusqu'au plus intime de Travis. Oui, le personnage est finalement incarné. On va parler de la réception du film, mais ça m'étonne pas en fait qu'il ait repris le même début pour Les Ailes du désir qu'il avait fait pour Paris, Texas, parce qu'il a relativement souffert du succès de Paris, Texas, c'est que ça a provoqué en lui une petite crise. Et donc le fait qu'il reprenne le même début pour Les Ailes du désir, c'est sûrement un petit clin d'œil à lui-même. Je vais réitérer mon succès en reprenant en tout cas le même procédé de départ. Avec une image beaucoup plus austère, parce que il revient au noir et blanc avec Paris, Texas. Les Ailes du désir, pardon. Oui. Tiens, tu as commencé à nous parler de la réception, Cédric. Moi, il y a une anecdote assez amusante que j'ai appris en me documentant sur le film, grâce aux interviews de Wim Wenders, c'est que la fin de Paris, Texas, et donc Travis qui quitte son épouse et son fils pour reprendre la route, s'abandonner à nouveau au désert. Ça a été un point de friction en fait entre lui et Harry Dean Stanton, où jusqu'à la première à Cannes, Harry Dean Stanton pensait qu'il s'était complètement planté en fait. Il était surtout très anxieux. Il avait très peur que le public ne comprenne pas ce qu'a voulu faire Wim Wenders et qu'il reçoive la fin comme un geste brutal. Alors évidemment, le film va avoir la Palme d'Or et ça va un peu récompenser la vision de Wenders. Par contre, ça continue de poser problème après le Festival de Cannes parce que la 20th Century Fox, le studio américain, donc achète les droits de distribution de Paris, Texas pour le territoire américain. Par contre, il demande à Wim Wenders, pour sortir le film, de tourner une ultime scène dans laquelle on verrait la voiture de Travis faire demi-tour. Évidemment, Wim Wenders va complètement refuser, va dire qu'il faudra lui passer sur le corps pour que le film soit charcuté de cette façon. On peut se saluer qu'il n'ait pas cédé justement à la pression de la 20th Century Fox. En tout cas, c'est là encore une façon, selon Wenders en interview, de dire qu'il fait la différence entre un film américain, ce que pouvait espérer la 20th Century Fox, et un film sur l'Amérique, ce que lui a accompli.
Il y a une dernière chose que je voulais saluer, c'est le travail de curation assez incroyable qui est fait autour des films de Wim Wenders, notamment les plus anciens, ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent. Les Ailes du désir aussi est concerné. Alors Carlotta Édition qui nous a fourni le film en fait le relais en France, mais c'est surtout la fondation de Wim Wenders, la Wim Wenders Stiftung, c'est à moi de m'essayer à l'allemand maintenant Cédric, qui restaure non seulement les films mais qui multiplie aussi les entretiens avec Wenders, ce qu'il faut applaudir je pense. Vraiment ça a été une mine d'informations inépuisables pour avoir des axes de lecture, des anecdotes de tournage et de la matière cinématographique pour ce podcast. Ouais, bah je pense que c'est un film qui nous tient beaucoup à cœur tous les trois, hein. Ouais, clairement, parce que, on n'a peut-être pas insisté suffisamment là-dessus, mais c'est un film qui dure 2h30, il me semble, et Oui. je l'ai revu de manière un peu hachée parce que je prenais des notes en même temps, et je me suis rendu compte que, arrivé à 3/4 d'heure de film, j'avais l'impression d'avoir commencé 5 minutes avant, quoi. C'est vraiment un film très particulier. Ouais, planant presque. Mais pas chiant, vraiment. Il faut le voir, c'est très très beau. Pas comme d'autres films de Wenders qui peuvent être un peu pénibles à voir, hein, faut pas se mentir. Bah c'est vrai que ce qu'on parlait de la répétition un peu plus tôt, là on ne la ressent pas forcément de manière frontale dans Paris Texas parce qu'il y a une vraie continuité. Vous parliez de l'influence d'Homer, notamment l'Odyssée, il y a un peu de ça, hein, sauf que c'est une Odyssée complètement intime. On a fait aussi un décryptage un peu intellectuel et tout, mais c'est un film très sensible, hein, vraiment. Moi, je reconnais que la fin du film, elle me brise à chaque fois, quoi. Ouais, Oui. c'est vrai. Avant de conclure ce podcast, je vous rappelle qu'il y a eu donc un travail tout au long du mois d'avril sur Wim Wenders. Vous pouvez retrouver les articles sur le site, vous pouvez les commenter. Vous pouvez aussi commenter ce podcast. Vous pouvez vous manifester votre joie de nous retrouver ou au contraire votre désespoir de voir cette bande refaire surface. Où est-ce qu'on peut nous retrouver à part ça? Sur les réseaux sociaux, Blue Sky, Facebook, sur notre Letterboxd, sur notre Sens Critique, partout, hein. Discord. Discord, bien sûr, Discord avec l'exercice du Ciné Club toutes les semaines où on a des débats passionnés. Les liens sont dans la description. Évidemment, le point central pour retrouver tout le travail que nous proposons autour de notre passion du cinéma, c'est le site lesrefracteurs.fr. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez et si vous en avez les moyens, aider les réfracteurs financièrement à financer notre travail de recherche et l'hébergement du site, tout simplement, via PayPal ou Tipeee. Les liens seront aussi dans la description. Votre écoute, votre simple écoute nous fait déjà énormément plaisir pour ceux qui auraient pas forcément les moyens financiers de nous soutenir, mais qui voudraient nous soutenir par la pensée. Il y a aussi eu d'autres articles en avril sur le site. Cédric, tiens, aide-moi à en rappeler peut-être 2 ou 3 qui t'ont marqué. On a parlé de The Descent, notamment. Ouais, t'as parlé de The Descent, t'as écrit un bel article sur The Descent, un autre article sur Fair Play, Ouais. disponible sur Netflix, un film un petit peu plus grand public que Paris Texas, par exemple. Qu'est-ce que tu nous as pondu d'autre? Je me suis essayé à l'anarchie, mon thème fétiche avec Sacco et Vanzetti, par exemple. Ah oui, très grand film, très grand film. Ouais. On vous laisse aller regarder tout ça, tout notre contenu qui vous est offert gratuitement sur le site. Et donc le fil rouge d'avril s'achève. Cédric, j'ai envie de te laisser nous annoncer quel sera notre fil rouge de mai qui nous conduira au podcast de fin de mois. Il faut que je me prépare parce qu'on passe d'un cinéaste allemand, donc avec un nom bien allemand mais facile à prononcer, et on passe à un cinéaste coréen avec un nom coréen moins facile à prononcer. Donc le mois de mai sera consacré à Na Hong-jin, cinéaste beaucoup moins prolifique que Wim Wenders. À l'occasion de son retour à la réalisation avec un film qui sera projeté au Festival de Cannes au mois de mai justement, c'est pour ça qu'on a fait coïncider le calendrier, vous pourrez retrouver sur le site 3 articles sur ces 3 réalisations précédentes et toi et moi Cédric on s'essayera au podcast synthèse, podcast bilan qui essaiera de capter un peu les obsessions mais aussi le parcours de Na Hong-jin. Et tu connais, Cédric, le traditionnel moment, il faut remercier quelqu'un à la fin de chaque podcast. Ouais, on remercie mon pote Willem, qui se cache derrière More Overtime, à qui l'on doit la musique du générique, que vous avez pu entendre en début de podcast. Eh bien, merci à vous, merci Charlotte d'avoir été notre Jane du podcast grâce à ta sensibilité. Si seulement. Merci à toi Cédric d'avoir été Walt grâce à ton amour.
Eh bien, et merci à toi, mon cher Travis, qui va nous abandonner vers le désert et vers la solitude. J'y retourne. Merci à vous, c'est un vrai plaisir vraiment de retrouver l'équipe et de retrouver les auditeurs. On espère que ça vous a plu et on vous remercie. À très bientôt. À la prochaine. Salut, salut.